Bonjour à tous et bienvenue dans un rugby confidentiel un petit peu parti. Pourquoi tu rigoles, sachant même pas comment ça Mais c'est bon, laisse-moi vivre. Non mais les gens disent que je suis pas cool avec toi et tu sais quoi, tu le mérites. D'accord, tu mérites que je sois pas cool avec toi. Non, bienvenue à tous dans un épisode hors série. On se retrouve dans un autre jour de la semaine, messieurs, pour un épisode un petit peu spécial. On va parler santé des joueurs. C'est un sujet qu'on aborde de temps en temps via d'autres sujets quand on parle des calendriers, mais on oublie souvent, on omet en tout cas la santé mentale aussi, qui est un vrai sujet pour les joueurs de rugby professionnels. Donc le physique, le mental, ça va être le cœur de notre sujet du jour dans ce hors-série numéro 1 finalement. On l'appelle comment ? Hors-série numéro 1 ? C'est pas mal ? Ouais, c'est très bien. C'est toi le patron. Non, mais le mot final appartient à Sacha en réalité qui est... Allez, hors série numéro 1, je trouve que c'est une très bonne idée. Allez, parfait. Écoute, on va garder celui-ci. Dites-nous dans les commentaires sinon si vous avez une idée de nom, parce que c'est vous finalement, le projet vous appartient. Voilà, la communauté, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Avant de commencer cette émission, messieurs, il est important que je vous prévienne directement, chers auditeurs, que nous allons parler de sujets sensibles, notamment sur la santé mentale, la dépression ainsi que le suicide. Si ces thématiques peuvent être potentiellement difficiles pour vous, on se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais c'est important de peut-être prendre du recul ou de ne pas tout simplement écouter cet épisode. Si vous ou un proche êtes en difficulté, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à contacter des professionnels, parce que vous n'êtes pas seul. Et c'est d'ailleurs l'un de nos gros sujets aujourd'hui, messieurs. Jamais seul. Exactement. Pour en parler, l'équipe habituelle finalement, Sacha, Gaël, moi-même, mais on a aussi avec nous Erwan Nicolas, avec qui tu as joué, Sacha. Ouais, bienvenue Erwan. Je vais peut-être le présenter. Bien sûr, présente-le, moi-même. j'allais te le demander. C'est simple, c'est le seul joueur qui a marqué moins d'essais que moi. Quel enfant. C'est comme ça qu'on accueille sur Rugby Confidence. Non, mais voilà. Là, parce qu'en fait, on a eu Nico de Porter et ils m'ont sorti les stats comme quoi j'avais pas marqué beaucoup, 4 essais. Il a marqué 4 essais. Voilà. C'est déjà pas mal. Tu peux l'avouer que j'ai en 4 ans. J'en ai marqué aucun pour les deux, moi. Si Bon, jamais. t'es gentil. Un Tu essai peux avouer par que j'étais un gros passeur, moi. Ouais, j'avoue que t'aimais faire jouer les mecs, franchement. Bon, Après, j'en ai marqué un en 2 ans, moi. Oui, mais un bel essai. Je m'en rappelle, petit départ. Ouais. Non, Erwan, il a joué à Rouen, il a joué à Angoulême, il a joué à Vannes, il a joué à Narbonne, et puis après, il est parti jouer un petit peu en Australie, si je dis pas de bêtises. Et à New York aussi. Et à New York. J'ai fait dernière escapade, c'était en Amérique, ouais. C'était à New York. Et il y en a, là, tu joues au Stade Nantais. Ouais. Et je crois qu'il y a même une prochaine escapade peut-être de prévue. Ouais, c'est ça. Là, au final, je stoppe le rugby complètement. Enfin, rugby pro, si on peut appeler ça comme ça. Et je pars à Hong Kong, au final. Donc, sur 1 an, avec le rugby, toujours, mais avec un boulot à côté. Ok, et là, donc tu es en N2 à Nantes. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la N2 National 2, équivalent de la 5e division, tu es pro, contrat pro ? Ouais. En fait, en Full gros, time. tous les joueurs ne le sont pas. Ok. Mais on va dire une dizaine à peu près à faire que du plein temps rugby, donc c'est quand même cool. Mais j'avais la possibilité de rester et on va dire que je préfère tourner la page et aussi basculer sur autre chose, quoi. Et alors, c'est intéressant parce que tu as dit que vous êtes une dizaine à vivre de ça, entre guillemets, c'est-à-dire que les autres, ils bossent à côté. Ouais, c'est ça, ouais. Et En gros, il y a soit études, soit les mecs qui bossent. Ouais. Ok. Et par exemple, il y a quoi comme taf que les autres peuvent faire ? Je sais, mais en plus, c'est dur pour eux, hein, parce que oui, pour ça, le c'est coup, clair, double la projet. Nationale 2, en fait, ça joue le dimanche. Ouais. Nous, on est à Nantes, donc on descend dans le sud, donc il y a des gros déplacements, donc on arrive tard. Il y a des mecs qui sont... Il y a un boucher dans l'équipe, il y en a 2 qui sont livreurs qui livrent de la peinture. Il y en a un qui fait des échafaudages. Donc ouais, je sais qu'il y en avait un, mais bon là, il est blessé, il travaille chez McDo. Ouais, en plus, Donc, c'est physique, quoi. C'est-à-dire que ça t'engage il y a de physiquement. tout. Surtout Il y a quand de la tout. veille t'as joué, que tu t'es fait mal ou que tu t'es blessé ou que t'as le visage marqué, ça doit être dur au taf de venir le lendemain. Surtout quand t'as des métiers, tout ce qui est livreur, etc., ça peut aller, mais quand t'es par exemple avocat ou t'as des métiers de représentation, on va dire, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est vrai qu'on était parti en finale à Groyer, on est rentré quasiment à 5h du mat, la boucherie elle ouvrait à 6h, donc il démarrait à 7h. Je me suis dit, là, c'est une autre vie aussi, c'est compliqué, quoi. Compliqué. Ça doit être bizarre, toi qui as connu quand même... t'as plus de 120 matchs en Pro D2 notamment. T'as connu ces rythmes-là, qui sont assez tranquilles, hein, quand on est pro. Gaël le sait, je le sais, tu t'entraînes souvent le matin, des fois t'es off l'après-midi, etc. Mais là, même si toi, tu conserves ce statut pro, être avec des mecs, t'as moins envie de râler, je pense. Ouais, puis en fait, ce qui est bizarre, c'est que l'entraînement, par exemple, du mardi se finit vers midi.
les mecs se douchent, mais ils se mettent en tenue de boulot, quoi. Ouais, Du coup, c'est à fou. 13h, ils sont obligés de partir sur les chantiers ou, mais comme je disais, à la boucherie, où il y a des trucs comme ça. Donc, ça fait bizarre, en fait. Moi, je me dis, ça va être une lutte contre la sieste toute l'après-midi. Et les mecs, en fait, ils partent, ils vont bosser, tenue de chantier. Et je me dis, waouh, c'est un autre monde, là. C'est une autre vie, c'est complètement Ouais, une bien autre vie. sûr. Mais je me dis, ces mecs-là, ils sont passionnés, quoi. Pour en arriver là, c'est que t'es pas passionné. Je pense que t'es un vrai passionné de rugby et tu peux pas arrêter, quoi. Mais ça fait penser au joueur que tu avais cité la dernière fois, Gaël Drian, quand on parlait Ouais, avec, totalement. avec Gaëtan Boissard, qui est préparateur physique du 15 de France, qui citait par exemple Gaël Drian, Hugo Gabin Sec, Gabin Villiers. Villiers, ouais. Gabin Villiers, des joueurs passés par ces trucs-là. T'imagines comment la semaine elle doit te paraître plus light quand tu arrives en pro, alors que tu t'envoies quand Tu même. savoures l'entraînement. tout, Ouais. tu savoures Ouais. tout Là, deux tu fois dois- plus. Hein. Ouais, peut-être que l'intensité sur le terrain, elle est plus élevée, mais c'est vrai que le rythme, quand tu as le double job, ça va pas Toi, être facile t'as jamais à- connu ça finalement. Non, j'ai été président de la Seine, donc on était monté aussi au même niveau Ouais. que Nantes, donc je connaissais un peu cette problématique, mais je la côtoyais pas au quotidien. Ouais, Mais c'est bien vrai sûr. que je voyais arriver les joueurs en fin d'après-midi pour s'entraîner, ils étaient C'est- fracassés de la journée, quoi, parce qu'ils se lèvent tôt, ils bossent, ils ont les enfants à gérer, le ci, le là, donc ouais, c'est pas évident, je pense. T'as été formé à l'UBB. Et je fais Saint-Médard-en-Jalles d'abord. Ouais. C'est Saint-Médard-en-Jalles. bien, il veut parler des clubs formateurs. Important. Et après, oui, je suis parti à l'UBB. Du coup, c'est CABBG. Et après, ça Ouais. passe UBB en espoir. Et après, du coup, voilà, j'ai fait partie à Rouen F1. Et du coup, j'ai eu la chance après de connaître la Pro D2, quoi. Et tu t'imaginais cette trajectoire de carrière? Ou alors tu rêvais d'équipe de France peut-être? Comment t'imaginais un petit peu ta carrière en étant jeune? Bah, je pense que quand on démarre le rugby, moi, demi-mêlée, j'imaginais être le Antoine Dupont. Malheureusement, il manquait quelques trucs. Mais non, oui, je voulais être pro, mais je pense que moi, j'étais pas du tout prédestiné à l'être. Ouais. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, j'ai un de mes coachs qui pourrait dire il mettait une pièce sur moi. Donc, j'ai eu, on va dire, l'année de Fédéral 1, bon moment qui a fait que j'ai signé à Angoulême. Et derrière, ça s'est très bien passé sur 5 années où ça s'est très très bien passé. Et après, ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai un peu de mal à être, on va dire, fier de ça. Parce que j'imagine, comme tout le monde, on veut toujours plus, on a Bien toujours sûr. envie de jouer au meilleur niveau, d'être en équipe de France, etc. Mais j'essaye d'apprendre et je commence aussi à accepter le fait de me dire il faut être fier d'avoir ce truc-là et qu'il y a pas, tout le monde n'a pu avoir ça, donc il faut en être fier, quoi. C'est marrant ce que tu dis, que tu commences à l'accepter. Moi, je sais que je l'ai connu aussi. Comme tu dis, on rêve tous d'être pro. Ça n'est une toute petite partie qui réussit à l'être. C'est déjà, je vais pas dire un exploit, mais c'est déjà quand même compliqué. Et on rêve tous, quand on démarre le rugby en vrai, de jouer en équipe de France. Il y en a encore moins une toute petite poignée qui le fait comme Gaël. Mais en fait, c'est vrai qu'après, quand tu es en Pro D2, quand tu joues, etc., tu as toujours eu cet objectif d'aller au plus haut. Et je sais que c'est parfois dur à dire. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai fait ma bascule entre France 7 et le rugby à 15, je m'étais entraîné avec le 15 de France, etc., dans des conditions qui sont pas les mêmes, mais j'avais trouvé que ça a été. Et je vais être honnête, je m'étais dit, putain, mais pourquoi pas Et en fait, la réalité, parfois, elle est dure et elle est dure à accepter. J'ai connu un mec qui était à Vannes, Lilian Sasseras, il s'appelle, qui a joué à Grenoble, etc., qui ne l'a pas supporté et qui a préféré arrêter, et en étant très honnête avec lui-même, en disant, mais en fait, je le supporte pas, je me ronge parce que je fais pas les matchs que j'aimerais faire, je me rends compte que j'atteindrai jamais ce niveau et c'est dur. Et ce que tu dis, c'est assez chaud, enfin, c'est assez marquant quand même. Moi, c'est un peu le cas, hein. C'est-à-dire que voilà, je suis pas en N2, ça se passe très très bien, mais je suis pas du tout au-dessus du lot, hein. Je traverse pas le terrain. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment encore... En fait, c'est cette frustration de ne pas être au niveau de certains qui fait que ça plombe. Moi, je trouve que c'est la principale chose qui a pu arriver dans ma carrière. Et c'est pour ça, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de m'accrocher à ça? Et donc, je me suis dit, j'ai réussi à avoir une carrière, petite carrière en pro, qui aujourd'hui m'ouvre des portes à l'étranger, donc autant en profiter. Mais je suis d'accord avec ça. C'est vrai que le problème, c'est que quand
t'as pas atteint ce que toi t'espérais ou ce que tu rêvais d'être, c'est compliqué, je trouve, à accepter, quoi. Surtout que dans tout ce qui est centre de formation, on te prépare aussi à. On te vend, entre guillemets, mais on te forme à devenir un top joueur. Ouais, On te totalement. parle d'équipe de France jeune, on te parle de trucs comme ça. Il y en a plein qui connaissent ça et qui, même dans les centres de formation, ne passent pas le Ouais. cap au final. Ouais, Ce c'est qui est ça. dur, c'est aussi que tu côtoies des mecs qui, eux, réussissent. Ouais. Tu vois, on a tous côtoyé, toi, j'imagine, à l'UBB, etc. Mais tu côtoies des mecs qui arrivent au 15 de France, tu joues avec eux, tu avais peut-être le même niveau en jeune, après, ils ont passé un gap, etc. Et en fait, bon, bah, c'est parfois de l'ego ou c'est simplement se dire, putain, bah ouais, bah, tant mieux pour lui, c'est super. bien et sûr, moi, ça. j'avais pas le niveau. Tu vois. Et je pense que la barrière, elle est fine entre devenir un top player et durer. Et par exemple, j'ai côtoyé, moi, des jeunes joueurs, j'en ai parlé souvent dans des interviews, qui étaient bien meilleurs que moi quand j'étais jeune. Ou qui avaient un Pourtant, truc en t'étais quand plus. même un client, toi. Non, j'étais surclassé, etc. Mais j'ai côtoyé, je te jure, des mecs quand j'étais très jeune, à l'âge de 15 ans, qui étaient super forts et qu'on leur prédisait un avenir radieux, tu vois. Et c'est souvent l'erreur des coachs ou des parents. Tu sais, Ouais. ils vont te dire, ouais, tu vas y arriver, tu vas être en équipe nationale, tu vas être le meilleur joueur, etc. Et moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est mes parents, tu vois, ils s'en foutaient. Même quand je suis en pro, ils s'en foutent, ils ne regardent pas mes matchs. C'est vraiment pas des passionnés de rugby, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai toujours été très terre à terre par rapport à ça. Non, mais c'est une folie. Mon père, il est venu me voir jouer peut-être 3-4 fois. Bah, là, t'as les deux exemples. C'est l'opposé. Ah ouais. Mais tu vois, du coup, j'avais pas de pression sur les Compliqué. épaules. Moi, je le faisais pour le plaisir, tu vois. Ouais. Et souvent, j'ai vu mes coéquipiers où leurs parents, eux, étaient à fond. Et je pense que ça dessert un peu la jeune génération. Mais Mbappé. pareil que dans le foot. Dans le foot, les parents, maintenant, tu vas le voir un match. Je vais voir mon petit-neveu, c'est n'importe quoi. Les parents, ils crient, mais t'as pas fait... Mais le petit, il a 8 ans, laisse-le jouer, il s'amuse, tu vois. Et l'erreur, c'est souvent les parents ou les éducateurs. Et tu sais que ça, je pense que c'est une chance que j'ai eue. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est Mon toi père, qui l'as connu, ton bah, père c'est t'a ça. pas poussé, toi. Mon père est entraîneur professionnel, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Moi, ils m'ont jamais mis la pression. Et Ça, limite, c'est quand une je leur ai chance. dit que, parce que j'en avais marre, je voulais arrêter, que je jouais mes matchs sous infiltration à 20 ans, c'est chiant, ils m'ont dit, mais ils étaient limite rassurés. Tu sais. Bien sûr. Et donc moi, en fait, quand j'arrête, bon, il y a toujours des difficultés qui viennent avec, parce que le rugby, c'est, on te procure des émotions, et quand tu as moins de roller coaster d'émotions, parfois ça peut être un peu particulier. Mais moi, j'ai jamais eu cette pression-là. Ouais. Et ce qui fait que, en fait, quand je me suis juste senti soulagé dans un premier temps, en tout cas. T'as l'exemple opposé, non? Ah ouais. Après, moi, pour le coup, mes parents m'ont jamais mis la pression. C'est juste après, quand je suis rentré dans le monde, dans le milieu pro, mon père, je pense, en fait, il vivait un peu son rêve à Son travers rêve à moi. travers toi, Ouais, ouais. par procuration. Donc, ouais. du coup, moi, j'ai ma mère qui m'a dit plusieurs fois, malheureusement, j'espère vraiment qu'il va pas regarder la vidéo, mais de me dire, j'ai honte, quoi. Parce il peut pas rester en place, donc je me rappelle, à Angoulême, il se mettait en pesage, il faisait le tour du Ouais, terrain. j'ai un mais pote, c'était la même chose. Ah ouais, Fallait faire mais de- c'est... fallait- Mais Il courait et tout. Il faisait une action, il courait avec lui. Ah Il ouais. disait, calme-toi, ça va. Mais vraiment, moi, mes frères me disaient, il peut même plus regarder les matchs, donc il se mettait dans la voiture tout seul à écouter à la radio le match. Et je me dis, waouh, mais c'est... Surtout que j'ai fait des clubs qui ont joué le maintien. Jusqu'à la dernière journée, t'étais comme ça. Je pense qu'il en a perdu des cheveux un peu. Mais souvent, là, c'est l'entourage qui a plus de pression pour toi que toi-même. Tu sais que moi, je vivais les matchs justement de mon père. Il y a des trucs où j'étais en mode, mais à Brive, là, c'était l'enfer T'en dans voulais dans à les certains tribunes. joueurs qui rataient des trucs? Non, pas forcément, mais tu sais, c'est plus la crainte de si ça se passe mal. Ah ouais. Ouais. Ou quand De il ce est qui peut se critiqué dire. dans la Ah presse. ouais, Moi, ça, ma c'est tante, sûr. elle m'envoie tous les trucs de la presse. Je dis, mais tata, je m'en fous. Même moi, je m'en fous. Elle me dit, ouais, mais toi, tu t'en fous de Les tout. proches, c'est un Je vrai dis, mais non, sujet, mais quand c'est même. vrai. Et elle se met l'impression, t'as vu ce qu'il dit sur toi et tout. Je dis, mais je m'en fous, tata. Enfin, ça me touche même pas. Et tu vois, c'est un exemple. Et je pense qu'il faut quand même prendre du recul. En tout cas, moi, si un jour j'ai des enfants, je prendrai énormément de recul par rapport à ça. Ils feront ce qu'ils veulent. Et s'ils font pas du rugby, tant mieux. Déjà, ils auront moins de blessures. Non, en fait, je les forcerai pas à faire un truc et je leur mettrai pas de pression. Ouais. Je veux Après, ce qu'ils qui est soient libres, intéressant tu vois ce que avec... Ouais, de grave. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, Gaël, et c'était un petit peu pareil dans l'épisode avec Nico, quand tu parlais d'avoir la pression ou pas la veille. En fait, vous êtes quand même des top players, en fait. Et donc, en fait, bon, tu peux avoir la pression et ça dépend des caractères. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous du top 14, il y a peut-être 500 mecs qui sont pros, qui végètent entre la Pro D2, la Nationale 2. En fait, la pression, tu l'as toi-même déjà parce que il te faut un contrat.
Si tu te blesses et que tu es dans ta dernière année, potentiellement c'est terminé, tu veux augmenter de salaire, et tes parents, c'est pareil en fait. Ils ont peur pour toi, tu vois. Ouais, totalement. Et puis maintenant, il y a un nouveau sujet aussi en national, par exemple, des clubs qui sont pas stables. Ouais. Même ton emploi, il peut être instable, Ouais, même totalement. si tes performances vont bien. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est que, en fait, c'est des difficultés que. Mais je pense que c'est ça aussi Ouais. qui fait. Je pense que quand tu es en top 14, en fait, c'est toujours pareil. Tu sais que bon, si ça se passe mal, allez, il descendra en Pro 2. C'est encore très. Bah oui, oui. Ouais, Puis ouais. t'as un top club de Quand Pro t'es en D2. On national, parle que de national sportifs 2. en fait en top 14. Ouais. C'est moins Ouais. tout ce qui végète autour, tu vois. On parle Bien pas de sûr. financier, on parle pas de. Ouais. À part quand tu vas peut-être descendre en Pro D2, tu sais que ton salaire il va peut-être changer, etc. Mais sinon, c'est plutôt de la performance en disant voilà, je vais être dans le top 6. Tu te mets une pression c'est par ça. rapport à ça. Sinon, le reste, c'est anecdotique, quoi. Ouais, que je trouve en Pro D2, on te parle beaucoup de salaire. Ouais. C'est-à-dire C'est différent, je que suis tu d'accord. parles beaucoup d'argent, on te pose beaucoup la question. Ouais. Et je pense que les gens, ils se rendent pas compte en fait. Moi, je sais que mon premier contrat pro à Angoulême, j'ai signé, je gagnais 1750 € Ouais. par mois, mais Oui, ce qui est pas nul, hein, c'est Ouais, bien sûr. plus que le SMIC, etc. Sauf que sur 2 ans, ben, je veux dire, si tu vas dans une banque avec 1750 € Ouais, par tu mois fais sur pas 2 ans, grand-chose, tu fais ouais. pas grand-chose. Ouais. Et Surtout sauf que, c'est Surtout DD. que c'est ouais, Ouais, des voilà. CDD, ouais. Et tous mes potes, ils pensaient que je prenais 5, 6 ou je leur Ouais, bien disais sûr. mais vous êtes hors réalité en fait. Mais moi je pensais ça aussi. C'est-à-dire que je sors des espoirs de Bordeaux, je signe en Fédéral 1 à Rouen et je m'étais dit mais je vais prendre un salarié. Ouais, bien sûr. Je me voyais déjà acheter des trucs et tout. Bah, pas du tout en fait. Ouais, c'est pas la Et réalité. c'est pas du tout la réalité quoi. Et il y a tellement de joueurs en plus sur le marché qu'en Pro D2 ils peuvent se permettre, si t'es pas un top player, ils peuvent se permettre de dire ok ben toi je vais en prendre un autre en fait. T'es Il y en trop a- gourmand, ciao. Il y a un réel écart entre la top 14 et la Ouais, Pro D2. ouais. Et même aujourd'hui, le top 14, avec le salary cap, tout le nombre de joueurs qu'il faut qu'ils soient conséquents pour tenir une saison entre la Coupe d'Europe et le championnat, tous les salaires sont réévalués vers le bas aujourd'hui. Il faut le savoir. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, quand tu descends en Pro D2, et il l'a dit avec les contrats qu'il peut y avoir, le rugby, c'est presque alimentaire. Ouais. T'es pro, mais il te faut ça parce que t'as l'appart, parce que ce truc. Et si t'as pas ton contrat, tu mets en galère ta femme, tes enfants. Donc Ouais, totalement. c'est ça aussi qu'engendre un climat qui parfois est très pesant, de familial notamment, où du coup, allez, fais ça, truc. Quand tu joues blessé, enfin, moi je sais que avant que j'arrête ma carrière, j'ai joué 2 ans avec une ceinture. Ouais. J'ai joué une ceinture que je cachais sous mon maillot parce qu'il fallait que je joue. Bien sûr. Il fallait que je joue et si je l'avais pas, je pouvais pas jouer. Mais donc du coup, j'étais prêt à dégrader ma santé parce que j'avais envie d'aller chercher ce contrat, parce que je savais qu'on avait des ambitions avec Van, qu'on pouvait aller en top 14, c'était le train. Et tu vivais comment cette pression-là? Parce que là, c'est de la pression aussi perso, parce que tu avais besoin d'une situation, d'un contrat, d'un truc. Ouais, parce que tu l'acceptes. Moi, j'avais fait le choix de repartir à 15. Après, c'est pareil, mais des carrières, c'est pas linéaire. Moi, quand j'arrête le rugby à 7, je devais signer au Stade Toulousain. Ouais. Ça se fait pas au dernier moment. Je signe à Vannes, donc déjà, t'as compris qu'entre le Stade Toulousain et Vannes, c'est pas le même truc. Déjà que ce soit financièrement ou dans le projet. Et donc, en fait, voilà, ils te font confiance. Tu sens qu'il y a un vrai projet. Et pour le coup, à Vannes, voilà, il y avait ce truc vraiment. Mais par exemple, le fait que le Stade Toulousain ça n'avait pas signé, tu l'as mal vécu? Bien sûr que je l'ai mal vécu. Ouais. Je devais rentrer. Enfin, je l'avais annoncé à tout le monde. Enfin, mes copains. J'avais annoncé, j'avais pas dit par chance, j'avais pas dit à l'équipe de France à 7 que j'arrêtais pour aller au Stade Toulousain. J'avais dit que je repartais à 15, mais c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Moi, c'est le club où j'ai toujours joué, c'est le club où j'ai grandi, donc c'est dur. Je me retrouve catapulté à Vannes en Pro D2. Je connais personne en Bretagne, je suis tout seul. Donc c'est des moments qui sont pas faciles, mais mais pour le coup, je regretterais pas aujourd'hui parce que ça m'a forgé, ça m'a fait du bien aussi, je pense, d'une certaine manière. Et je pense même que j'avais pas le niveau d'aller au Stade Toulousain réellement sur ma bascule entre le 7 et le 15. Mais c'est des moments durs. Mais le rugby, enfin le sport de haut niveau, c'est ça. Hein. Des fois, tu es à ça de toucher l'équipe de France, par exemple, tu te blesses et tu la reverras plus jamais. Ouais, et puis tu joues aussi avec une sorte d'épée de Damoclès quand tu es sur justement ces clubs un petit peu national, bas de Pro D2, qui n'ont pas forcément beaucoup de stabilité, où en fait c'est des pressions différentes de ce que tu as pu connaître toi, Gaël. Totalement. Nous, comme je te disais, souvent c'est la pression de la performance. Tu vois, j'ai vu un article de Cyril Bay qui disait moi je suis prêt à mettre mon corps encore des années pour le Stade Toulousain et tout, il lâche pas, mais parce que c'est un performeur. C'est un mec qui a été le meilleur pied gauche pendant des années. Aujourd'hui, il est en difficulté et il pense qu'à revenir à son meilleur niveau parce que c'est un challenger, c'est un mec qui veut jamais rien lâcher. C'est un exemple que je donne. Mais c'est un peu ces problématiques-là qu'on peut rencontrer. Quand un mec se blesse, qui se fait les croisés, il se dit est-ce que je vais revenir à mon meilleur niveau? Tu as des standards élevés, tu as toujours joué en équipe nationale depuis très jeune, etc. Donc c'est beaucoup d'ego aussi, de caractère.
Donc la problématique, elle est plus sportive qu'autre chose. Après, financièrement, quand tu joues dans des grands clubs, que ce soit Toulouse, le Racing, Bordeaux ou d'autres que je passe là, c'est pas les mêmes problématiques, c'est vraiment purement sportif. C'est de se dire, voilà, exactement, est-ce que je vais être dans le top 6 cette année, est-ce que je vais jouer la Coupe d'Europe, est-ce que je vais jouer en équipe nationale? C'est plutôt ce genre de problématiques, mais elles sont aussi dures à gérer parce que quand tu es en équipe nationale depuis des années, que tu reviens de blessure et que tu n'y es plus et que tu vois d'autres mecs prendre le wagon, tu es déçu aussi et ça te frustre, tu as envie de revenir, donc tu bosses plus dur, mais ton corps il suit moins bien parce que tu vieillis, etc. Donc c'est d'autres problématiques, mais elles sont aussi très dures à gérer, différemment, mais très dures à gérer. Est-ce que tu sens que, Erwan, tu as déjà eu un moment dans ta carrière où le rugby et cette pression-là prenaient trop de place? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Moi, j'ai eu une grosse période où il y avait, on va dire, de dépression, quoi. Dépression qui a, je pense, commencé un peu tout seul. Et puis après, voilà, une blessure qui s'enchaîne, qui fait que ça se passe pas très bien. Et ouais, là, c'est long. C'est très long, mais là où je rejoins Gaël, c'est vrai qu'en fait, en Pro D2, j'avoue qu'on ne parle pas de performance. Autant j'ai joué à Vannes, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de l'ambition de monter en top 14. Mais en fait, quand tu parles aux joueurs, entre les joueurs, c'est souvent le contrat. C'est individuel. Voilà, c'est ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai appris, je trouve. C'est que c'est un sport individuel dans un collectif. C'est-à-dire que ton contrat, tu le signes tout seul. C'est-à-dire qu'un demi de mêlée, pour prendre l'exemple, parce que je joue demi de mêlée, si tu as des avants qui sont très bons, ça va être plus simple pour toi de signer un contrat. Mais je veux dire, tous tes avants, ils vont pas prendre une commission sur ton contrat. Donc en fait, c'est ce truc où tu le signes tout seul, en fait. Et je pense que c'est la différence avec le top 14 ou les gros clubs de Pro D2, c'est qu'eux, ils ont l'ambition et ils parlent, comme tu disais, de résultats, de est-ce qu'on va être dans le top 6, etc. Que Pro D2, je trouve que pour le coup, ça parle pas du tout de ça, quoi. C'est vraiment... tu parles de ta situation personnelle, de ton contrat. Et du coup, c'est, comme vous l'avez dit juste avant, ça te met une pression supplémentaire. Et pour le coup, oui, on peut rentrer dans des phases dépressives. Moi, je l'ai été. J'aurais pas peur de le dire et je l'assume complètement. Aujourd'hui, je suis suivi par une psy depuis plus d'1 an. Et voilà, c'est grâce à elle aussi que j'accepte le fait de se dire le niveau, je ne l'ai pas pour au-dessus. Il faut maintenant arrêter, il faut accepter, être fier de sa carrière aussi. Et je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt. Et je pense sincèrement, au vu de ce que j'ai pu voir et de ce que je peux voir, et j'imagine qu'en top 14, je n'ai pas connu, mais ça doit être multiplié par 10 ou je ne sais combien. Pour moi, chaque joueur a besoin d'un psychologue. Et c'est pas un prépa mental, je te parle d'un psychologue. On va pouvoir aborder un petit peu le sujet après, parce qu'on va parler d'un cas important que tu as pu vivre aussi dans le groupe vis-à-vis de Jordan Michalet, qui était un joueur de Rouen, dont on va aborder le sujet un petit peu après. Et Sacha, tu voulais dire un truc? Ouais, moi, pour rebondir un petit peu à ce que dit Gaël, il prend l'exemple de Cyril Bay, je le trouve top. Il parle de performance, et la différence que je trouve entre justement ces mecs-là qui sont au top niveau et les mecs qui sont sur les échelons en dessous, c'est qu'en fait, tu es prêt à sacrifier beaucoup plus. Tu vois, il dit, je suis prêt à mettre mon corps sur la pelouse. Quand tu es en dessous, tu es prêt à mettre beaucoup plus. Tu mets tout sur la table, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ta santé, il y a tes relations perso, il y a ta famille, tu es prêt à te couper de tout parce que tu rentres dans une espèce d'obsession pour vivre, en fait. Pour en quête de stabilité, continuer ce rêve, parce que tu as aussi tes amis qui disent « Ah, tu t'es pro, truc ». En fait, c'est pareil, à moindre échelle, mais ce petit statut, cette petite notoriété, le fait de jouer le week-end à la télé, dans des grands stades, etc., c'est un truc que tu veux pas lâcher et tu es prêt à aller parfois très loin, trop loin. Je pense que tu me rejoins, Erwan, sur ça, parce que tu veux pas le lâcher, quoi. Ouais, en fait, au bout d'un moment, t'en oublies ce pourquoi tu fais ce sport, quoi. C'est-à-dire le plaisir que t'avais juste de jouer au rugby. T'en es arrivé à... En gros, ta vie tourne autour du rugby. C'est-à-dire que si t'as été bon, tu vas être sympa avec tes potes, tes proches, etc. Mais si t'as pas été bon, tu tires la gueule pendant une semaine. Et en fait, tout ça varie par rapport à tes performances rugbystiques parce que t'as cette pression de si j'ai pas de contrat, qu'est-ce que je vais faire? Et là où il y a aussi une différence avec le top 14, c'est que le top 14, c'est quand même des grosses villes où je pense que quand tu as une famille, c'est peut-être plus simple quand ta femme, elle vient pour trouver un boulot, pour déménager, etc. En Pro D2 national, il n'y a pas que des villes qui font rêver. Quand même. Ou même aussi, ça peut avoir un autre impact dans la gestion de la pression. Quand tu es un joueur de Rouen...
tu vas dans la rue, entre guillemets, tu peux être tranquille. Si tu es à Perpignan ou à Toulon, Ça y joue beaucoup ça plus. peut avoir un impact aussi supplémentaire aussi sur la santé mentale, parce que c'est des villes qui vivent pour leur club aussi. Vous pensez, là, vraiment votre avis à vous trois, que pour gérer ces pressions-là, etc., on parle souvent de la troisième mi-temps, mais est-ce que c'est pas un exutoire finalement de toutes ces pressions-là, cette fameuse culture de la troisième mi-temps? Honnêtement, je pense que c'est un tout. Il y a des gens qui la gèrent très bien et avec qui il y a zéro souci. Il y en a, c'est vraiment devenu problématique, c'est-à-dire qu'il y a des gros débordements et ça part un peu en cacahuète. Certainement que oui, dû à la pression, dû des fois au coup physique, dû au mental qui est un peu touché, etc. Mais parfois, ça peut créer des débordements assez graves. Et on l'a vu, ces dernières années, il y en a eu pas mal. Et je pense que ça a toujours existé, sauf qu'avant, ça ne se savait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est qu'on pousse le sportif de haut niveau, que ce soit en national, en top 14, en Pro D2, sur des retranchements qui sont énormes physiquement et mentalement. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pression, tu es beaucoup plus exposé, physiquement, c'est beaucoup plus dur et tu t'entraînes beaucoup plus. Donc tout ça fait que tu es un humain et des fois, tu exploses. Forcément, des fois, moi, j'ai pas envie de m'entraîner, des fois, j'en ai marre. Des fois, j'ai envie de partir en vacances, des fois, j'ai envie de vivre d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense pas faire de muscu. Non, c'est vrai, ça n'a jamais marché depuis le début, depuis que j'ai 18 ans. Mais la vérité, elle est là. Je pense que, bien sûr, que ça permet de penser à autre chose et ça te permet de décompresser. Après, je pense qu'il y a des personnes qui la gèrent très bien et d'autres qui font n'importe quoi. Et c'est là le problème, c'est qu'il faut se connaître. Je pense qu'il parlait de psy et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de joueurs. Moi, je constate des jeunes joueurs qui ne se connaissent pas, que ce soit physiquement, mentalement. Moi, je sais, j'ai eu des moments très durs après une Coupe du Monde quand tu perds, après l'Afrique du Sud, celle d'avant aussi et celle d'avant aussi. J'ai eu des moments très durs dans ma vie, j'ai perdu des personnes, etc. Mais je me connais par cœur et je pense que c'est ma plus grande force, par exemple. Je te parle de mon cas. Ouais, bien sûr. Je pense que la force que j'ai, c'est que je me connais parfaitement physiquement. Je sais, j'arrive à l'entraînement, des fois, je dis, je ne vais pas tomber au sol aujourd'hui. Parce que je sens qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de gaz, je n'ai pas la mentalité qu'il faut. Et que voilà, c'est une journée où il faut que je passe inaperçu et que je fasse mon taf, tu vois. Et il y a des jours où je sais que je suis en feu et que je vais m'entraîner, je vais être de bonne humeur, je vais mettre de la bonne énergie, etc. Donc je pense que la vraie clé pour moi, pour durer dans le temps en tout cas, et pour faire abstraction de tout ce monde qui est assez dur, même si on vit des trucs incroyables, mais il y a beaucoup de concessions à faire, c'est de se connaître parfaitement, que ce soit mentalement et physiquement. Je pense que ça, c'est hyper important. Il y a des personnes qui ont besoin de se faire aider pour le comprendre, d'autres un peu moins, mais je pense que là où il a raison, c'est que c'est une arme et un atout à pas négliger. Et tu connais des joueurs autour de toi qui sont suivis? Ouais, j'ai l'exemple de Teddy Thomas qui a eu des hauts débats extrêmes, mais lui, c'était la star de l'équipe et tout le monde parlait de lui, parce qu'il a une vraie gueule, il a un truc, il marquait des essais incroyables, soit c'était le mec qu'on voulait assassiner, tu vois. Et ça a toujours été ça. Moi, c'est un de mes meilleurs amis, donc on en parlait souvent ensemble, et il a été suivi par une psy, celle qui a été Teddy Riner aussi, qui est une femme apparemment exceptionnelle, je la côtoie pas, mais apparemment elle fait du bon boulot, et il a vachement évolué grâce à ça. Parce que déjà, il ne se connaissait pas mentalement. Ouais. Il ne savait pas pourquoi il avait ses up and down. Il y a des jours où il pouvait faire des trucs incroyables. Il y a des jours où il était au ras des pâquerettes. Donc, je pense que c'est vraiment une arme nécessaire pour durer dans le temps, en tout cas. Mais c'est l'occasion pour nous, du coup, d'aborder ce que j'ai dit juste avant, le cas de Jordan Michalet. C'est un petit peu aujourd'hui le symbole du mal-être qui peut exister en rugby. C'est un ancien joueur, notamment passé par le top 14 à Grenoble, qui s'est suicidé à l'âge de 29 ans. C'était ton coéquipier, Erwan. Mon père était coach de l'équipe de Rouen à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai pu l'appeler avant cette émission pour discuter un petit peu. Je lui ai demandé 5 minutes, on a passé 1 heure au téléphone à parler de ce sujet-là. Je suis content d'aborder ce sujet-là parce que ça a été important et je trouve que ça a été... on n'en a pas assez parlé, alors que c'est quand même quelque chose qui a pris de la place. Pour information, le tribunal judiciaire de Rouen a reconnu cet été que le suicide en janvier 2022 du joueur du Rouen Normandie Rugby, Jordan Michalet, était survenu par le fait du travail, entre guillemets, et à cause de la pression qu'il subissait. Alors, justement, cette phrase-là, j'en ai parlé un petit peu à mon père, et mon père a été... il était un petit peu gêné par cette phrase-là parce qu'on pourrait sous-entendre le staff. On pourrait sous-entendre des pressions du staff ou des pressions du club, etc. Alors que c'est beaucoup plus un combat personnel, comme on a pu en parler justement avant, et qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place. On va pouvoir en parler un petit peu. Mais toi, déjà, comment tu l'as vécu depuis le groupe, un petit peu tout ça? En fait, moi, je m'en rappellerai toute ma vie, mais je sais que j'ai pu croiser des joueurs avec qui j'ai joué à cette époque-là à Rouen.
Et on est lié malheureusement à vie par rapport à ça. Alors c'est vrai que c'est pas parce que c'est ton père, mais la phrase de il subissait des pressions, pour le coup, je trouve que ton père, il avait eu sur le moment la très bonne, enfin une réaction qui était incroyable, que j'ai pas vue dans les autres clubs, où il avait dit, en gros, de base, en fait, Jordan avait demandé à être arrêté, et il nous avait fait un discours à toute l'équipe en disant, aujourd'hui, Jordan, il est blessé. Et il dit, voilà, ça se voit pas, mais Jordan, il est blessé. C'est-à-dire qu'il est blessé à la tête, il a besoin de repos, donc il en prendra. Et malheureusement, je crois qu'il nous a dit ça le lundi, et le mardi, il s'est suicidé, tu vois. Mais je trouve que pour le coup, pour avoir fait des clubs avant, je pense pas que j'aurais pu voir un manager ou un entraîneur dire ce genre de choses. En fait, c'est justement le truc qu'il voulait vraiment mettre en place. Il a dit, quand il a vu que ça a été un sujet déjà même dans les clubs d'avant, de dire qu'aujourd'hui la blessure, le fait de n'être pas bien, d'être parfois en dépression, etc., la blessure mentale, c'était une blessure et qu'il voulait le mettre en place. Et il avait d'ailleurs créé aussi des process avec les médecins, des psys qui pouvaient eux-mêmes mettre en arrêt les joueurs. Comme pour une blessure physique. Et c'est vraiment quelque chose qu'il avait mis en place. Pour la petite anecdote, la veille du suicide, il avait passé 2 heures avec Jordan pour justement essayer de le rassurer un maximum. Le soir même, il lui avait envoyé un message. Et voilà, ça s'est passé le lendemain. Et c'est aussi ça traduit aussi le fait il y a des choses qui sont mises en place et des fois c'est pas suffisant parce que les mots sont trop forts, la tête va pas bien et les pressions qu'on peut se mettre soi-même. Pour aussi, il l'avait prolongé de 3 ans quand même à Rouen au moment où c'est fait. Mais voilà, c'était ça prenait trop de place. Est-ce que dans le quotidien tu voyais des choses, toi? En fait, le truc, c'est que moi, je suis arrivé la première année à Rouen. C'était leur 2e année de Pro D2, c'était après le Covid. Et déjà, Jordan avait eu un coup de moins bien, mais moi, je le connaissais pas, en fait. Ouais, bien sûr. Et moi, j'ai eu ce coup de moins bien aussi dans la saison. Et en fait, des joueurs m'avaient dit, demande à Jordan, il voit une psy. Donc, et on s'était un peu, en fait, rapprochés comme ça. Et la 2e saison, il démarre en fanfare. Enfin, vraiment, il est super bon. Il a des clubs. Sacré joueur. Il a des clubs qui l'appellent de partout. Et d'un coup, je sais pas trop pourquoi. On sent, tu vois, il arrive aux entraînements, il rigole plus. Tu sens qu'il est fatigué. En fait, ça se voit qu'il est fatigué. Et moi, je me rappelle, en gros, on était allé jouer à Colomiers le vendredi. Et le jeudi soir, on arrive à l'hôtel et il me dit, ouais, alors tu l'as revu, la psy? Je lui dis, écoute, pour moi, c'est plus une prépa mentale, c'est pas vraiment une psy. Et je lui dis, nous, on a besoin d'une psy, en fait, pas d'une prépa mentale. Et il me dit, je l'ai revu, ça m'a pas fait de bien. Et je m'en rappellerai toujours parce qu'il vient me voir en me disant, tu t'es mis en chambre avec qui? Mais moi, j'avais pas choisi. Et du coup, je pense qu'il avait ce besoin de parler. Et du coup, malheureusement, le mardi d'après, il était passé à l'acte, mais moi je l'avais rassuré dans le sens où je lui avais dit, t'es un des meilleurs joueurs de l'équipe, si on te dit que tu peux prendre une pause, prends-la en fait. Mais lui, il était en mode, ouais, mais est-ce que les joueurs ils vont m'en vouloir? Est-ce que on parlait des pressions qu'on se met Non, soi-même? ça montre le mal-être. T'imagines qu'il prolonge de 3 ans, il a de super performances, ton père qui est son coach lui dit tranquille, t'es prêt à t'arrêter, mais ça veut dire, tu traînes un fardeau qui date de plus longtemps, je pense. Ouais, mais tu vois, je veux revenir sur ce contrat de 3 ans. Mais quand il a re-signé 3 ans, il était content, mais à aucun moment il a parlé de rugby. C'est-à-dire que moi, quand je lui ai dit, t'as re-signé et tout, il me dit oui, mais il me dit, écoute, voilà, 3 ans, je lui dis, mais t'as mis des clauses? Il me dit non, du tout. Il me dit, écoute, on vient d'acheter avec ma femme, on est bien, etc. Mais à aucun moment, il me dit, le projet du club a l'air bien. Et tu vois, on en revient à ce qu'on disait avant, la sécurité, en fait. Et je sais que j'avais été au CERS avec François Cross, qui avait, je pense, avait dû le côtoyer, je sais pas, peut-être en équipe de France jeune, etc. Et il m'avait dit, mais peut-être que lui, c'était pas son rêve de re-signer à Rouen, et même qui était un très bon club, tu vois, qui était un très bon club, mais il a connu le top 14, il avait peut-être envie de reconnaître le top 14. Et moi, c'est ce que j'avais dit à l'époque au mec aussi. Il disait, mais je comprends pas, il a re-signé 3 ans. Et je dis, mais qui dit
est-ce que lui vous a dit déjà qu'il était super heureux d'avoir re-signé à Rouen en fait? Ouais, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a peut-être ce truc de il a fait le choix de la sécurité et c'est pas ce qui le rendait forcément heureux, peut-être? Bah, je dis pas que c'est ça, mais c'est vrai qu'il m'a pas dit ouais. Enfin, moi, je sais que j'avais eu la discussion avec lui quand il avait re-signé. Il était content, mais je voyais pas non plus un mec qui me disait bah, écoute, rugbystiquement, ils ont prévu ça, ça va être incroyable. Où le club était un peu en retard sur. Je pense que ton père a dû te le dire, était un peu en retard sur quelques trucs essentiels dans le rugby. Et je pense qu'il s'est rassuré en se disant ben voilà, ma femme, elle a un boulot, je viens d'acheter, on est bien ici, c'est cool. Mais est-ce que toi, tu l'as fait pour toi, en fait? Est-ce que ce contrat, tu l'as signé? Alors, c'est que mon avis, hein, Ouais, bien sûr, ça a c'est peut-être que de la rien à voir. théorie, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Mais moi, c'est vrai que j'avais eu ce truc de me dire, ben, est-ce qu'il était vraiment heureux à Rouen? Est-ce que c'est vraiment l'envie qu'il avait de rester à Rouen, quoi? Ouais, je comprends. Et ça a été quoi l'impact après ça pour le vestiaire? Bah déjà, moi, je me rappellerai toujours quand ton père, il nous l'annonce. En fait, c'était période Covid. Et on avait un intendant un peu vieux qui était malade. Et du coup, ton père, il rentre en fait avec les dirigeants derrière. Et nous, on était à table, tout le monde faisait les cons, ça gueulait de partout et tout. Et il bouge pas, ton père. Et du coup, et là, tout le monde se tait. Et en fait, il dit, et tout le monde ne l'avait pas compris, voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer, Jordan a décidé d'arrêter. Et quand tu le dis comme ça, ça Arrêter le peut être rugby. mal interprété. Ouais, voilà. Donc il y avait des joueurs, moi je me rappelle qu'ils m'avaient demandé, mais c'est quoi, il rejoue plus à Rouen? J'ai dit non, enfin, ouais, malheureusement, il s'est suicidé, quoi. Et après ça, tout le monde sous le choc, en fait, de se dire, waouh, comment il a pu en arriver là, quoi. Je parlais avec lui il y a 2 jours, on était à Colomiers. Oui, tu sentais qu'il était pas bien, mais je me suis pas dit qu'il pourrait en arriver là, quoi. C'est-à-dire, donc là, je pense que ça avait mis un gros coup à tout le monde. Donc après, en plus, on jouait à Grenoble. Donc lui, il est de Voiron, je crois, c'était de Voiron. Donc en fait, on était allé, du coup, d'abord, on avait fait l'enterrement, etc. Et là, de voir toute la famille, là, c'est des choses où. Ouais, où ça, en vrai, ça a été compliqué parce que déjà, si je parle que rugbystiquement, super joueur. Et puis même humainement, je sais que c'est un mec qui était apprécié de tout le monde. Et du coup, en fait, c'est des choses où moi, j'avoue l'avoir gardé en tête dans les fois où j'étais vraiment en bad, en me disant, il faut pas que le rugby, ça m'amène là, en fait. Voilà, moi, je suis pas un joueur de top 14, un joueur qui joue en équipe de France et tout. L'impact que j'ai sur les clubs ou le niveau dans lequel je joue, il faut pas que j'en arrive à ce que le rugby me prenne la tête autant et qu'elle puisse me pousser à ce genre d'acte-là, quoi. Et tu as pu sentir un impact similaire, j'ai envie de dire, sur les coéquipiers, de prendre parfois un peu plus de recul sur tout ça? Je sais qu'après, on faisait tous un peu gaffe, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y avait d'autres joueurs qui a été un peu dans le mal et que ton père, d'ailleurs, avait mis en arrêt aussi, hein. Je pense que maintenant, ton père, c'est pareil. Il est marqué à vie. Aujourd'hui, sur ça, il va être à l'écoute de beaucoup de joueurs. Mais on se dit pas qu'en fait, ils peuvent en arriver là, surtout pour du rugby. Et puis, moi, personnellement, pour avoir été vraiment dans des idées noires, etc., je me dis, en fait, je peux comprendre qu'il soit passé à l'acte, quoi. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, il ait eu tout qui se soit Malgré ça, accumulé. malgré le fait que tu aies connu Jordan, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es tellement dans un état de détresse, entre guillemets, que tu te dis, à quoi bon? Ouais, et puis en fait, c'est surtout quand tu as tout misé sur le rugby. Et quand tu as tout misé sur le rugby et que tu te dis, en fait, je pense qu'il faut savoir pourquoi tu joues. Il y en a, ils jouent pour l'argent, il y en a, ils jouent parce que c'est des passionnés de rugby, il y en a, ils jouent pour la considération. Moi, je joue pour la considération. Le petit vieux qui vient me voir à la fin du match en me disant, mais t'as été trop fort, c'est ma meilleure récompense pour un match. Mais quand tu joues pas, t'as plus ça, en fait. T'as plus tout ce truc-là et du coup, tu te dis, mais à quoi bon? Donc, t'as plus la considération des coachs, de tes coéquipiers aussi. Donc, c'est compliqué de trouver quelque chose et de se dire, mais moi, je me disais vraiment, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Genre, je ne sais faire que du rugby. Ouais. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
J'étais en mode, en fait, la seule solution, et des fois, je me le suis dit plusieurs fois, et surtout toi, je pense que tu m'as connu bien dans le mal, je me disais, au moins, j'ai cette solution de secours. Si je trouve rien, je me fous en l'air, quoi. J'ai côtoyé pas mal de joueurs quand j'étais jeune, en centre de formation, etc., qui n'ont pas réussi malheureusement aussi, qui avaient un fort potentiel. Et la problématique, elle est vraiment là, c'est de se dire, tu mises tout sur le rugby parce que tu sais faire presque que ça, même si on sait faire d'autres choses, mais c'est ton objectif de vie, c'est ce qui te fait vibrer. Le problème, c'est ce qui te fait vibrer. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a rien d'autre qui te procure autant d'émotions, autant d'adrénaline, etc. Et tu te dis, à quoi bon vivre si j'ai pas ce truc-là, tu vois, de rentrer le week-end avec les papillons dans le ventre, l'envie de bien faire, l'envie de me prouver, de me challenger tous les jours, etc. Et je pense que la vraie problématique qu'on a aussi, c'est qu'il y en a plein qui l'ont après le rugby, ça. On appelle ça la petite mort du sportif. Mais quand tu bascules dans un autre monde, dans une autre vie, la vie, elle te paraît fade quand tu es rentré dans des stades, que ce soit de 5 000, 10 000, 80 000, 100 000 personnes. L'adrénaline, elle est un peu la même quand tu rentres sur le terrain. Et c'est vrai que la plupart, ils ont du mal à faire la bascule sur ça. Il y a plein d'autres cas de personnes qui sont suicidées. Je pense au papa d'Esteban Abadi aussi. Je pense à Adomi il y a quelques années, etc. Et je pense que la vraie bascule, elle se fait aussi après. Il y en a, ils l'ont pendant la carrière, mais il y en a, ils l'ont après parce que pas retrouver un truc où ça te procure autant d'émotions, à part si tu deviens chanteur et que tu fais des Bercy, où tu rentres devant 15 000 personnes ou 5 000 personnes. Les émotions, elles sont tellement intenses que c'est dur de les retrouver dans une vie, on va dire, un peu plus ordinaire. Toi, quand ça s'est arrêté, Sacha, t'as vécu difficilement ça ? Alors moi, ça va parce que je suis allé tellement loin dans la blessure. Je t'ai dit, j'ai joué 2 ans, je faisais des péridurales. Moi, pour péridurale, c'est ce que font les femmes enceintes. Donc c'est un stade dans le bas du dos. tellement élevé quand tu joues sous ceinture, etc. Enfin, moi, Erwan, il m'a vu. Le nombre de patchs américains que j'utilisais, je pense que j'ai failli faire couler le club. Je te jure, tellement je pouvais pas m'entraîner sans ça. Donc ça a été. Mais là où je rejoins Gaël par rapport à ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup. Et que ça te pousse, en fait, et je pense qu'Arwan, c'est un bon exemple. Tu sais tellement pas ce que tu veux faire d'autre que tu es prêt à continuer, mais jusqu'à des mecs qui poussent jusqu'à 35 ans à gagner, habiter dans des villes un peu pourries, etc. Parce qu'en fait, tu sais pas ce que tu veux faire derrière. Parce que depuis que tu es petit, moi, ça a été mon cas. Depuis que je suis petit, j'ai dit je veux être pro. Ouais. Et donc, en fait, quand ça s'arrête, et tu vois, moi, j'ai connu un mec, Thierry Bourawa, qui était capitaine de l'équipe de France A7, qui a eu des idées très, très noires. Et un soir, je discutais avec lui et je sais qu'il était vraiment pas bien. Et il m'avait dit une phrase, il m'avait dit, mais Sacha, moi j'ai atteint le nirvana. J'ai plus envie de vivre une vie lambda maintenant, tu vois. Je veux pas redevenir monsieur tout le monde. C'est terrible. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'on se rend pas compte. Mais moi, des mecs qui m'ont dit qui ont eu des idées noires, pardon, j'en ai connu plein. Des mecs qui m'ont dit, bah tiens, j'étais sur mon balcon et je me suis dit, qu'est-ce que ça fait si je saute ? Et on a du mal à s'en rendre compte, mais les mecs sont pros, on se dit ils ont la vie de rêve, tu les vois sur les réseaux, etc. Mais ces mecs-là, il y en a plein qui en ont des idées noires. Parce que t'es prêt à tout, en fait. Il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a la pression, forcément. Il y en a, c'est la pression. Il y en a, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après le rugby, donc ils disent c'est à quoi bon vivre. C'est dans tous des métiers où tu as des sensations fortes, que ce soit les chanteurs. Je pensais au boys band One Direction. Le mec, il a une vie de dingue. Tout le monde rêverait d'avoir sa vie, mais il ne supporte pas la pression. Donc, il se flingue et malheureusement, dans tous les métiers à forte sensation, tu as des dégâts parce que c'est soit tu supportes plus la pression, soit tu supportes plus c'est comme une drogue. les médias et ce côté d'être populaire, etc. Et je pense qu'il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le gèrent bien. Souvent, c'est des mecs qui ont quand même des trucs à côté et qui arrivent à se vider la tête. Mais c'est vrai que si tu n'as qu'un seul objectif, c'est très dur d'en sortir. Et même, je vois plein de joueurs qui tirent jusqu'à 37, or qui sont cuits, ils n'y arrivent plus. Ils mettent plus un pied devant l'autre, mais ils tirent parce qu'ils ont que ça dans leur vie. Tu penses que la clé, c'est un peu comme toi, d'avoir des projets à côté, de faire d'autres trucs pour se moi, ça m'aide déjà, ça m'aide à être rationnel et à me dire, tu sais, quand tu finis l'entraînement et que tu vas au bureau et que tu bosses et que tu gères des trucs, tu te dis, voilà, la vache, tu vois. Ça m'aide à garder les pieds sur terre et surtout à me dire, l'après, je le contrôle, tu vois. Et ce qui fait peur aussi à un joueur, c'est de ne pas contrôler son avenir. Et ça fait peur à l'humain en général, de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire demain ? Inconnu. Tu passes à des gros salaires, tu passes à plus rien. On te prête la voiture, on t'assiste, les médecins, le ci, le là. Demain, quand tu vas commencer ta nouvelle vie, il n'y a plus de tout ça. La vraie vie, elle n'est pas comme ça. Et il y a beaucoup de joueurs qui sombrent dans la dépression ou la peur parce qu'ils n'ont pas prévu tout ça. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de formations. Tu as Proval qui aide énormément à la réintégration, la Ligue aussi, etc. Il y a plein de protocoles qui sont mis en place.
Mais vu qu'on n'est pas pro depuis très longtemps, c'est des processus qui sont un peu plus longs. Après, c'est mais dur comme aussi dans le en basket, jeune de se mettre sur d'autres projets alors que tu es Ouais, déjà à c'est très fond, dur. même émotionnellement, tu es déjà à c'est fond dur dans le d'être rugby. bon dans un projet. Ouais, Déjà, d'être bien bon sûr. au rugby, C'est c'est clair. très dur. Et en plus, si on te dit qu'il faut que tu fasses du business à côté et que tu prévois la vie d'après, c'est très dur. Il y en a qui arrivent à le faire parce qu'ils ont cette capacité, d'autres un peu moins, tu vois. Et la vérité, c'est que dans tous les autres sports, tu regardes le basket, ils sont tous ruinés à la fin. La plupart, ils sont SDF ou ils se tirent une balle dans la tête. Dans le football aussi. Et c'est des métiers qui sont pros avant nous. Donc, ils commencent à établir des processus depuis plus longtemps que nous. Mais nous, on commence à y venir. Les commotions cérébrales, etc. Moi, j'ai vu plein de gars ces dernières années avec qui j'ai joué, des super joueurs, des Bernard Leroux, des Wenceslas Lauré, des Eddie Benarous, etc., qui sont des immenses joueurs de rugby. Ils sont en difficulté parce que le corps aussi, on n'en parle pas assez, mais les burn-out, les KO, les ci, les là, etc., ça ne te permet pas d'aller travailler le lendemain. Quand tu as une lumière comme ça qui est un peu forte, ils ne peuvent pas se lever. Dès que ses enfants écrivent, il ne peut pas les garder parce que ça lui fait mal à la tête. Il y a plein de problématiques qui font que c'est un magnifique sport. On adore y jouer, les valeurs, elles sont incroyables. Il y a des grosses problématiques physiques, mentales, et il faut s'en occuper parce que c'est important. Toi, ce qui t'a pesé le plus, c'est la peur de l'après. C'est toujours. Ouais. Là, je commence à avoir. C'est aussi pour ça que je pars à Hong Kong, parce que tout le monde me vend aussi ce truc de c'est une ville de l'opportunité, etc. Bien sûr. Donc je me dis, moi, il faut aussi basculer sur autre chose, parce que là, je me dis, sinon, je fais quoi? Je m'accroche, comme il disait Gaël, je vais faire quoi jusqu'à 36-37 ans? T'accroches le petit contrat où tu vas bouger à droite, à gauche. En fait, t'as aucune stabilité. Mais oui, moi, c'était surtout ça, de me dire, si demain ça s'arrête, qu'est-ce que je fais? Et en fait, on est aussi tellement désassistés. Enfin, moi, j'ai l'image, quand on nous parlait des études, machin, j'étais presque en mode, mais vas-y, tais-toi, laisse-moi faire mon truc. Aujourd'hui, je me dis, j'en ai fait, mais sauf que je me suis tellement intéressé qu'au rugby, que j'ai vu que par ça, que d'une, il y a un moment, j'ai plus aimé ça. Et puis j'étais en mode, mais si là ça s'arrête, je sais absolument pas. Et je sais toujours pas d'ailleurs ce que je veux faire aujourd'hui, mais je le vois différemment. Où un truc tout bête, j'ai eu un entretien avec un président de Fédéral 1, de Saint-Médard-en-Jalles, et ils m'ont rassuré, mais en 20 minutes, en me disant, mais voilà, en fait, le rugby t'a amené des compétences, et nous on se rend pas compte, mais ces compétences, elles te servent dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que nous, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose de normal pour nous. Mais dans une entreprise, c'est pas quelque chose de normal. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y en a, ils arrivent, ils pointent, ils te disent à peine bonjour et ils se barrent, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des choses où ça me rassure, et je me dis, le rugby t'a aidé aussi créer, tu vois, un environnement, t'as un environnement social qui fait que moi, si je peux partir à Hong Kong, c'est parce que j'ai joué avec un mec qui est là-bas maintenant, tu vois. Et toutes ces choses-là font que tu rencontres du monde qui vont t'amener vers... alors aujourd'hui, le chemin, je sais pas pour moi où il est, mais ils vont t'amener sur un chemin. Mais tu es aussi peut-être à la recherche de projets peut-être un peu plus plaisir, de c'est rechercher ça. des trucs qui humainement te font vivre des choses. C'est ça, mais même en plus, en fait, moi, j'avais ce truc avant que je me disais, mais ça arrive, il y a des joueurs, des fois, il y a un partenaire, il leur dit, mais moi, je t'adore, je te donne un boulot. Ouais, tu peux Et bosser. moi, je m'étais dit, moi, ça va m'arriver. Donc, je faisais rien, et je m'étais dit, il y a un mec, mais surtout que j'allais pas voir les partenaires, je leur disais pas bonjour, mais je me disais, il y a un mec qui va me dire, toi, ta gueule, je l'aime bien, je vais te filer un CDI où tu vas prendre un bon salaire, et moi, je le voyais comme ça. Et en fait, j'ai compris que si je voulais ça, il fallait un peu se bouger le cul. Et que ça arrivait, mais que ça arrivait pas pour tout le monde, quoi. Faut le provoquer, surtout. Ouais, c'est ça. Tu vois, nous, il y a Will Roland qui on ne sait pas encore s'il va arrêter très prochainement, mais en tout cas, il est sur la fin. Il bosse avec un des partenaires du club, Natixis, parce qu'il est dans les finances, tu vois. Et c'est un mec, il aurait pu attendre l'opportunité un peu comme tout le monde, mais il est allé la chercher parce que ça se provoque, en fait. Les choses, là, rien que ton ouverture d'esprit par rapport à Hong Kong, je pense que tu vas avoir des beaux projets là-bas. Parce que tu es ouvert d'esprit et tu n'es plus fermé comme peut-être au début quand tu étais jeune où tu étais que focus sur le rugby, tu vois. Ouais. Et je pense que les opportunités, il y en a plein qui les ont, mais ils ne les voient pas, tu vois. Et je pense que le fait de s'ouvrir l'esprit par rapport à ça et de se dire, j'y vais aussi pour saisir des opportunités, je vais être alerte de tout ça, tu verras tu reviens dans un an et tu me diras, j'ai trouvé un job incroyable. Ouais, sûrement. J'en suis persuadé. J'espère. Je te le souhaite. Mais c'est souvent ça aussi. Et c'est ce que je dis aux jeunes joueurs. Par exemple, je pense à Hassan Kolingar, à Antoine Gibert, etc. Je leur dis souvent, les gars, n'ayez pas qu'un projet parce que ce sport, il est dur. Du jour au lendemain, tu peux ne pas être gardé, tu peux être remis en question, tu peux te blesser, etc. Et je dis, si tu n'as qu'un plan dans la vie, c'est très dur parce que oui, tu mets all-in, ça marche, c'est magnifique. Mais si ça ne marche pas, tu fais comment ? Et souvent, ça leur met de la peine. Mais toi, tu vois, il n'y a que toi qui fais ça, etc. Non, j'en connais plein qui font des choses à côté. C'est juste, en fait, il faut saisir les opportunités, il faut s'ouvrir
les opportunités surtout, et commencer à y penser. Parce que quand tu as de 20 à 25 ans, bah oui, tu es focus, tu vas être bon, tu vas être performant. Mais quand tu commences à basculer dans les 27, 28 ans, il faut penser à l'après. Et je te dis pas de tout chambouler, de mettre le rugby de côté. Je te dis juste 2-3 fois par semaine, 2 fois par semaine au début, tu vas t'intéresser aux partenaires, tu vas t'intéresser à ce que tu veux faire après, qu'est-ce qui te passionne. Peut-être passer ton DE si tu veux être coach, etc. Tu vois, je pense à Antoine Gibert, lui il veut être coach, c'est un mec, il est fait pour ça, il adore le rugby, il est passionné, etc. Mais fais les choses et anticipe les choses, parce que ça va arriver plus vite que prévu. Moi, j'ai l'impression d'avoir cligné les yeux et je arrive sur la fin de ma carrière, tu vois. Et je pense que c'est à nous un peu aussi les anciens de prévenir les jeunes, parce que moi c'est Yannick Nyanga qui m'a prévenu, c'est Maestri, c'est tous ces anciens joueurs, Josion, etc. qui me disaient, gars, tu verras, ça passe vite. Et c'est vrai que ça passe vite. Tu as dit un truc qui, moi, m'a surpris quand j'ai arrêté. Alors, je suis à un tout autre niveau, j'ai jamais été pro, je n'aurais pas été un grand joueur, voilà, je l'avais accepté assez vite, moi. Mais pour le coup, moi, quand j'ai arrêté à donc, 21 ans, la notion d'être assisté, tu sais que je suis arrivé, ma mère qui m'explique qu'il va falloir remplir mes fiches d'impôts, faire mes assurances et tout. Moi, j'ai un mec qui m'a dit, Sacha, je sais pas comment m'habiller. Mais tout simplement parce que tous les matins tu te lèves, tu mets la tenue du club. Il m'a dit, Sacha, là maintenant je sais pas comment m'habiller, je sais pas qu'est-ce que je fais. T'imagines, on est dans un état aussi où Erwan l'a très bien dit, mais on nous donne quand même beaucoup, tu vois. T'as l'appart avec le club la plupart du temps, t'as la voiture. Tu te focuses sur la perf. Tu te focuses sur la perf. Mais c'est là aussi. C'est que ça, pareil, quand j'ai dû prendre des rendez-vous médicaux. Ça, c'est le pire, je pense. C'est le pire, parce que quand t'as pas de contrat et que tu dois avoir une IRM et t'attends 3 semaines. Quand tu es dans un club pro, tu t'es blessé le vendredi, le samedi, sauf que nous, on ne se rend pas compte. Tu disais, il ne peut pas s'habiller. Moi, je me rappelle le premier contrat. Le mec d'Angoulême me dit la mutuelle. Et je le regarde en mode, mais tu me parles chinois, la mutuelle. Du coup, j'avais appelé ma mère, c'est quoi la mutuelle, machin. Et ça allait, j'avais 21 ans, mais j'ai 30 ans et je viens de remplir ma première fiche d'impôt, je pense qu'il y a 3 mois. Quoi. Mais les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que quand tu suis le cursus global de ça, tout est fait par le club, etc. Et c'est là aussi où je trouve que c'est dur, mais là où ça touche tous les niveaux, tu vois. T'en parlais, mais je sais que par exemple, à Mathieu Bastaro, il avait aussi un mal-être à un moment donné de ce moment où ça s'arrête. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est les nouvelles générations. Parce qu'aujourd'hui, le rugby, et ça, c'est une chance pour tout le monde, c'est que le rugby aujourd'hui a atteint une médiatisation qu'elle n'a jamais eue. Et aujourd'hui, les mecs sont de plus en plus connus. Toi, les moins de 20 qui sont champions du monde, etc. Ils ont des abonnés sur les réseaux, ils sont tous contents. Et moi, j'ai connu des mecs qui avaient fait moins de 20, qui n'ont pas percé derrière, qui dit mais je suis pas bien, je suis pas bien, mes potes ils sont plus hauts, moi je suis pas là, et ça c'est dur, et je pense qu'il faut qu'on soit dans la prévention, et c'est pour ça que c'est cool d'en parler, parce que tu peux aller très loin dans ton mal-être quand ça va pas jusque là où t'aimerais. Mais là où je trouve que nous, en tout cas par rapport à la Pro D2 et qu'on n'a pas du tout par rapport à toi, Gaël, c'est la pression des réseaux et tout. Sincèrement, moi je me dis, je sais pas comment vous faites. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des mecs qui te contactent pour te dire que t'as pas été bon, que t'as... la plupart du temps, ils lui disent qu'il est cohérent. Non, mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance et je pense que je suis très bien entouré. Tu sais, j'ai un grand frère où on fait beaucoup de choses ensemble, etc., en dehors du rugby, etc. Donc j'ai toujours été préparé à ça et j'ai toujours relativisé. Mais moi, je suis le mec le plus zen de la Terre. Même là, quand il y a des commentaires, des trucs... même récemment, par exemple, avec la liste des Bleus... je lis jamais la presse. Je pense me connaître parfaitement. Honnêtement, tu vois, pour moi, de ne pas être prise, ce n'était pas une surprise. Je te dis pas que je suis en accord avec ça, parce que pour moi, je pense que je peux y arriver encore et que je peux encore y jouer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai aussi conscience de la concurrence, j'ai aussi conscience de mon âge, j'ai aussi conscience qu'il faut essayer des jeunes qui poussent et qui gagnent des titres. Aujourd'hui, moi, je suis dans une équipe qui ne gagne pas beaucoup, qui gagne en alternance. Quand tu joues à Bordeaux ou à Toulouse, ça gagne. Donc je sais que il y a aussi les médias qui veulent des nouveaux joueurs, ce qui est normal. On adore quand il y a un nouveau crack qui arrive, on en fait des tonnes, etc. Et peut-être dans 6 mois, on n'en parlera plus parce qu'il n'aura pas tenu le choc, tu vois. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'aujourd'hui, on peut te monter. Moi, quand je suis arrivé, on parlait de moi partout. C'était n'importe quoi. Et mon frère m'a toujours dit, mais Gaël, t'as rien fait, reste tranquille, calme-toi, etc. Donc moi, dans ma tête, je me suis jamais emballé, tu vois ce que je veux dire. Je savais mes forces, je savais mes faiblesses, et je savais que je pouvais aller très loin. Mais j'aurais jamais cru un jour te dire, j'ai plus de 50 sélections. Jamais. Et j'ai compris très vite que je pouvais y arriver, etc. Mais je me suis jamais emballé. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un jeune crack qui arrive, il fait 3 bons matchs,
ils vont le mettre Tout le là-haut, monde ils l'encense. vont Ouais. lui dire j'ai jamais vu ça, c'est le nouveau Josion, c'est le nouveau Benson, c'est le nouveau aussi Emmanuel Arinordoki, etc. Et au final, le joueur, il fait 6 mois, il s'emballe, il s'entraîne plus assez, il se blesse. T'imagines la chute pour ce mec-là? Mais c'est terrible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va être les premiers à les défoncer quand ils sont Ouais, moins mais bons. ça- Et pour revenir sur la critique, est-ce qu'il y a des joueurs, parce que toi tu le vis plutôt Ouais. bien, tu as du recul, mais est-ce qu'il y a des joueurs autour de toi qui le vivent pas forcément bien? Bah, Teddy Thomas, quand il était jeune, Ouais. il le vivait très mal. Ça l'impactait. Il disait, mais pourquoi il dit ça sur moi? C'est faux. Ouais. Il y a eu cette histoire de clé, alors qu'il était en montée totale. Il avait marqué un triplé contre l'Australie. Il avait fait un match de fou contre les Fidji, je sais plus. Ouais, Il avait fermé il avait laissé sa porte, elle pouvait pas se fermer de l'extérieur. Enfin, elle pouvait pas s'ouvrir de l'extérieur. Tu sais, c'est pas les portes à poignée. Ouais. Donc en fait, il a sorti les poubelles, la porte elle s'est fermée. Donc il était bloqué dehors, sans clé de voiture, sans téléphone, sans rien. Donc il a attendu que sa copine vienne lui ouvrir la porte. Donc 2-3 heures après, il arrive en retard, tu vois. Et la presse en a fait des tas. Il n'a pas joué pendant 1 mois. Et ça l'a ralenti dans sa carrière. Donc ça l'a vachement impacté parce qu'il se sentait incompris. Mais il y en a plein d'autres joueurs qui lisent la presse parce qu'ils savent la pression qu'il y a autour du rugby, etc. Et ça les tue à petit feu. Donc il y a des personnes qui sont un peu comme moi, qui relativisent. Damien Penaud, il est pareil que moi, il s'en fout, il prend ça de haut, etc. Il y a des joueurs qui prennent tout à cœur. Et je pense que ça, c'est des personnalités. Malheureusement, on n'y peut rien. Il y a des joueurs qui arrivent à bien le gérer, d'autres un peu moins. Ce qui est important pour moi, c'est de prendre du recul et de se dire qu'à la base, on fait ça pour s'amuser, c'est du sport. La presse, leur jeu, c'est de critiquer ou de t'encenser. Et voilà, il faut le prendre avec dérision, on va dire. Tu vois, justement, je reviens sur la discussion que j'ai pu avoir avec mon père dans la préparation de cette émission. Il disait qu'il faut aussi prendre en compte la gestion émotionnelle du joueur. Parce qu'il y en a qui vont gérer les choses complètement différemment et que c'est important de mettre en place des choses pour justement pouvoir gérer les joueurs qui émotionnellement peuvent... Parce que toi, tu as beaucoup de recul, tu as dit qu'il y a des gens que ça peut les toucher. Et ça, c'est le rôle d'un bon manager. Ouais, c'est ça. Il y a des managers qui ne durent pas parce qu'ils ont un braquet, un fusil et ils font toujours pareil, ils évoluent pas. Et l'intelligence que peut avoir ton père, c'est qu'il a compris que l'humain, il est au centre des débats. Si tu veux garder un mec longtemps, performant et qui se sente bien dans sa vie, dans la vie de club, il faut le comprendre. Et la plupart des coachs, ils ne comprennent pas les joueurs. Il y en a plein. Moi, j'en côtoie, je ne vais pas dire de nom, mais qui ne comprennent pas l'humain. Ils ont une façon de faire, c'est que la leur, ils fonctionnent comme ça et c'est pour ça qu'ils vont de club en club et que ça ne dure pas. Et il y a des managers comme Hugo Mola, pour moi, qui comprend tout. Il sait comment parler à Antoine Dupont, il sait comment parler à Ntamak, il sait que peut-être Ntamak, il a besoin de confiance, etc. Qu'Antoine, il a besoin d'être challengé, que Anto Gelonge, c'est un mec qui ne bouge pas, il est solide, Julien Marchand, etc. Et pour moi, c'est un coach qui comprend beaucoup de choses. Onano Gara, pareil, il joue sur des leviers et ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Il sait comment parler à Greg Aldrit, il sait comment parler à Skelton, par exemple. Et pour moi, un grand coach, il se voit comme ça. Guinoves, il savait comment parler aux joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a combien, Gaël? Il n'y en a pas énormément. Parce que... C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui durent longtemps dans un club. C'est 2-3 ans et après, ça explose parce que soit les joueurs, ils n'en peuvent plus, soit lui, il se fait virer parce qu'il n'a plus les résultats, parce que les joueurs ne le suivent plus. Et c'est beaucoup l'humain. Ce sport-là, en tout cas les managers, je ne te parle pas des techniciens, Ouais, bien sûr. je te parle des managers, ils ont un pouvoir sur les joueurs qui est exceptionnel, c'est de le transcender ou de l'éteindre. Et donc il y en a qui ont cet art de les faire envoler, et tu le vois à Toulouse. N'importe quel joueur, soit il rebondit ailleurs, etc. Mais dans l'équation, ils sont bien gérés. Teddy Thomas. Ouais, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as des managers qui vont mal aussi. Je te prends l'exemple de Pierre Mignoni dernièrement. Et en fait, les managers, ils subissent aussi une énorme pression de résultats. Ouais. Donc en fait, il y a le club qui est derrière. Et donc aujourd'hui, on le sait, on en parlait la dernière fois, c'est devenu un petit peu par moment l'usine. C'est-à-dire qu'il faut que tu joues. Il faut que tu joues. Moi, quand j'étais blessé, j'avais, envie de jouer. C'était... Maintenant, avec du recul, je suis allé trop loin. C'était bête. Mais le club te disait, ce serait bien que tu joues aussi, tu vois. C'est à toi d'être capable de dire non. Et parce qu'il y a tellement de pression, mais en fait, des fois, tu n'es pas capable de dire non. Parce que tu es happé par cette envie, cet objectif du club, ton objectif personnel, etc. Et c'est là où je trouve que c'est dur. C'est très dur. Il faut aussi comprendre que les coachs ont une énorme pression. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même positionnement que nous. C'est des CDD, ils ont un contrat de 3 ans. S'ils n'ont pas de résultats et s'ils ne sont pas bons, ils sont virés. Et tu l'as vu avec ton père qui est tout le temps sous pression. Donc lui, il doit gérer 40 mecs. Au-dessus, il doit gérer tous les mecs qui lui mettent la pression. Donc son président, les directeurs sportifs, les ci, les là. Et donc lui aussi, c'est un humain. Tu vois ce que je veux dire? Il est peut-être un peu plus aguerri, il a peut-être un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles. Mais c'est un humain aussi. Et tu vois, par exemple, un mec comme Pierre, qui est un des meilleurs managers du top 14 et un des meilleurs managers que j'ai côtoyé. Il est vraiment très, très performant et je ne parle pas sur le plan sportif, mais c'est un mec qui endosse énormément. À Toulon, il y a énormément de pression, etc. Et peut-être qu'un jour, ton corps, il lâche, tu vois ce que je veux dire? Même si tu crois que tu es prêt, même si tu crois que mentalement, tu es solide, etc.,
bah, tu sais jamais. C'est des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, même eux, ils sont sous pression et en plus, eux, ils sont sur sellette tout le temps. Et pareil, tu as une famille à gérer, tu as tes enfants. C'est toujours plus simple de faire sauter un coach Exactement, que 40 joueurs. Donc, tu vois, et c'est souvent eux qui sautent en premier. Donc, c'est un métier qui est très compliqué, qui est très dur. J'ai vu un interview de Patate encore cette semaine qui parlait de ces problématiques-là. Aujourd'hui, tu peux être... l'année dernière, il était en haut de l'affiche et il se fait virer cette année, tu vois. Donc, ça peut aller très vite dans les deux sens. Et pour eux aussi, c'est pas simple à gérer. Et ça, il faut le souligner. À Brive, bon, il avait aussi un attachement émotionnel au club. Et quand il était là-bas, ça lui pesait. Mais il n'en parlait pas trop. Même chose, hein. Mais il doit y avoir de ça. Quand en plus, tu es attaché émotionnellement au club, ça doit être tellement dur. C'est encore plus dur, je pense, parce que tu veux pas décevoir. C'est ta ville, tu es né ici, tu connais tout le monde. Donc, tu es attaché à tout ça, tu vois ce que je veux dire. Tu te bats vraiment et tu aimes le maillot. Donc, je pense que comme ton père à Brive, ça devait être des moments très durs. Ça a été, je le voyais, il rentrait le soir, il regardait les matchs jusqu'à je sais pas quelle heure, 6h du matin, il était déjà parti pour aller au stade, ils passent leur journée au stade. C'est ta mère qui devait souffrir. Et tu vois, il y a un rôle, moi je prends l'exemple de Pep Guardiola, il y a des rôles, les femmes qui accompagnent ce genre de profil. Non, mais c'est vrai, en plus, toi, tu l'adores. Il y a des coachs qui perdent leur femme parce que ils sont jamais là. Il faut savoir qu'ils sont là avant nous et qu'ils partent après nous et qu'ils sont à tous les déplacements. Toi, des fois, tu joues pas le week-end, etc. Tu es en week-end, tu pars en vacances. Eux, ils sont là tout le temps. Ils sont là avant nous. C'est la tactique. Toi, t'arrives, on te dit on va jouer comme ça. Exactement. Eux, c'est eux qui l'ont bossé, etc. Non, puis il y a ce truc, en fait, aussi, c'est que là où on se rend pas compte, c'est que les places pour entraîner, elles sont hyper chères. C'est-à-dire qu'il y en a encore moins que nous. Donc du coup, moi j'ai vu des entraîneurs, ils sont capables. D'ailleurs, il était avec ton père à Rouen. Il a laissé sa femme dans le Pays Basque et il est venu à Rouen, tu vois. Ouais. Tu te dis avec sa femme, Mathieu Cidre, voilà, c'est ça. Du Perpi, il faisait la route. Sa femme était restée dans le sud. Quand tu fais 4 clubs sur 5-6 ans, 10 ans. Ta femme, au bout d'un moment, elle te dit peut-être pour l'éducation des enfants, de les changer tout le temps d'école. T'imagines le sacrifice. C'est très dur. Non, mais franchement, on n'en parle pas assez des coachs, mais je pense qu'ils subissent à équivalent la même pression que nous. Vous pensez que pour la gestion, que ce soit pour les joueurs ou pour les coachs, etc., qu'est-ce que les clubs ils pourraient mettre en place selon vous ? Là, c'est très compliqué. Quand tu as un devoir de résultat, à mon avis, quand tu as un devoir de résultat, c'est très compliqué. Et ça, je vois pas, peut-être qu'il soit accompagné d'un psy, comme tu l'as dit, d'un préparateur mental, où en fait, il te conditionne. Je sais qu'en équipe de France, Fabien, il est accompagné. Donc, il sait comment gérer les émotions des joueurs. Il est vachement à l'écoute de ça. Il sait que c'est important, etc. Mais il y a pas tous les staffs. Nous, par exemple, pour Racing, il n'y a pas de psy ni de coach mentaux. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une plus-value. Je sais qu'Yannick Bru le fait, parce que il a eu des problématiques aussi sur ça, et je pense qu'il veut s'entourer, il veut s'améliorer, etc. Mais il n'y a pas tout le monde qui le fait. Je pense que c'est nécessaire pour un coach aussi d'être entouré, de pouvoir aussi lâcher des fois et vider son sac, parce que des fois, il y a des joueurs qui... J'imagine que des coachs ne doivent pas supporter les attitudes ou les comportements de certains joueurs. Donc, c'est très dur à gérer. Et quand tu l'as signé 3 ans et que tu te rends compte que le mec, ça ne va pas le faire, il faut savoir le gérer, tu vois. Bien sûr. Donc eux, ils ont des problématiques, honnêtement, qui sont très très dures. Des mecs qui n'aiment pas la muscu comme moi, ça ne va pas être facile à gérer pour un coach. Je sais qu'on est... Erwan peut t'en parler, mais je suis pas sûr que tu aies vu meilleur que moi dans l'évitation de la séance. Je pense un psy ou un coach mental qui l'encadre et qui l'épaule, je pense que c'est nécessaire. Il faut savoir déléguer aussi, parce que c'est des métiers où en fait tu prends tout sur toi. Et au bout d'un moment, t'es qu'un humain, tu peux pas te lever à 5h du matin tous les jours ou à 4h, te coucher à minuit, dormir 5 heures, gérer tout le monde, la presse, les joueurs, le ci, le là. C'est quand même des métiers à haute pression. Je pense plus psy. Parce que coach mental, c'est beaucoup préparé sur l'entraînement, le match, la performance. Qu'un psy, un coach mental, si tu lui dis que ça va pas... il va en parler 5 minutes et après il va te dire on repart sur nos exos. Au moins un psy, tu peux lui dire en fait quand ça va pas. Et moi c'est ce que j'ai compris et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit aussi à Jordan. Voilà, la thérapeute qu'on voyait sur Rouen, c'était une coach mentale, c'était très très bien, il n'y a aucun souci pour ça, mais on avait besoin, adapté, quoi. Voilà, on avait besoin d'autre chose. La bonne personne. Bien sûr. Et qui va te comprendre, qui va te aller dans l'axe qui te fait du bien, ou en tout cas dans ce dont tu as ça besoin. En plus pour moi c'est propre à chacun, c'est-à-dire que il va peut-être avoir un mec de ton équipe qui va te dire moi j'ai cette psy, va la voir et tu vas y aller, tu vas te dire mais c'est quoi cette zèbre non mais tu vois, elle m'a posé des questions, mais à côté tu vas en trouver une ou un et tu vas te dire waouh mais ça marche super bien. Là la psy que j'ai depuis un an,
J'en ai vu 4-5 avant où je venais, j'ai dû faire 3-4 séances et après je leur disais mais tout va mieux, vous inquiétez pas, c'est reparti. Et en fait, pas du tout. Du coup, Après, il faut être dans cette démarche-là. Déjà, Oui, c'est clair. accepter de dire je vais aller voir un psy, moi je te connais, mais je sais que toi, t'as quasiment tout tenté, tu vois, aussi à un moment donné. T'as pas vu que des psychologues, t'as essayé de trouver toutes les solutions. Moi, j'étais prêt à tout. Tu m'aurais dit il faut aller au fin fond du Nil. Tordre une chèvre en deux mais je te jure j'étais prêt, j'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable, les magnétiseurs, des médiums, tout ce que tu peux faire, je l'ai fait. Juste à un moment ma mère elle m'a dit voilà, je connais une psy qui est une très bonne psy et du coup elle prenait plus de patients mais elle m'a pris parce qu'elle connaissait ma mère et sauf que ma mère m'a forcé entre guillemets à dire mais non, tu n'arrêtes pas et c'est pas parce que dans 2 mois tu te sens mieux que voilà. Et en fait le problème c'est que en plus je trouve que c'est un cercle vicieux. Tout à l'heure tu as parlé des soirées. Le problème de ça aussi c'est que comme tu disais Gaël, il y en a qui savent le gérer mais en fait on te demande tout le temps d'être à 100% que quand il y a un week-end de pause on te dit lâchez tout à 100% et du coup il y a des mecs qui le gèrent bien, mais il y en a d'autres, moi je te le dis, sincèrement, je lâchais tout à 100%, tu vois. Donc, et en fait, du coup, ça te remet des fois dans des idées noires. Ah bah, moi, quand j'étais dans des phases de dépression, en fait, l'alcool, ça permet, je trouve, de vivre le moment présent. Donc, tu penses pas à l'après. Donc, ce que tu vas faire le lendemain, que tu joues pas, tu n'y penses pas. Ah, tu te sépares de tes angoisses le temps d'un moment, quoi. C'est exactement ça. Sauf que le problème, c'est que quand tu te réveilles le lendemain, en fait, les problèmes, ils sont encore sous l'oreiller. Et en plus, t'es fatigué. Ouais, et avec l'alcool, c'est multiplié par je ne sais pas combien. Tout est plus intense. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a plus de filtre. Et je pense la vraie problématique par rapport à ça, c'est que le sportif, en général, il est extrême. Parce que tu es capable d'endosser des difficultés, des douleurs qu'un humain, on va dire, un peu, qui a une vie ordinaire, n'encaisse pas. Quand on fait des séances de physique, on va pousser dans nos retranchements. Un humain normal, il va faire un petit cardio, il va transpirer, il va aller à la douche et c'est bon, il a fait son sport. Nous, on va dans l'extrême dans tout, dans la violence, dans le combat, dans la mentalité de ne pas lâcher, etc., d'être résilient. Et donc, dans tout ce que tu fais dans la vie après, tu as besoin de cet extrême pour te sentir vivant. Tu vois, même émotionnellement, tu as l'habitude des extrêmes. En fait. Tu as besoin d'être vivant, tu vois. Et il y a des personnes qui le comprennent et qui le gèrent bien, et il y en a, ils ont du mal à le gérer, et c'est humain. Donc, comme il le dit, un psy, c'est nécessaire parce qu'il t'apprend à gérer tous ces extrêmes-là, de vaciller d'un point à l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ce qui pèse pas lourd aussi dans la tête du sportif de haut niveau, c'est encore et toujours l'aspect tabou aussi autour de ces sujets-là ? Est-ce que vous, par exemple, dans vos clubs ou dans vos situations respectives, vous avez senti que c'était tabou, que c'était difficile d'aller sur ces terrains-là ? Ou au contraire, que la porte est plutôt ouverte globalement ? De parler du mental De parler de ça, parler du mental, parler des difficultés, ou même trouver de l'aide, ou même en parler aux coéquipiers, ou encore c'est dur ? Parler aux coéquipiers, je trouve pas, sincèrement. Parler au coach. On en a parlé. Ouais, bah justement, tu m'avais fait après un match... c'est ta mère qui m'avait appelé le lendemain. Enfin, tu vois, aux coéquipiers, je pense pas, tu vois. Mais au coach, c'est compliqué. Le coach, pour moi, ça dépend qui t'a en fait, tu marches sur des œufs à chaque fois. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui te comprend, tu vas t'ouvrir. Mais des fois, si tu t'ouvres un peu trop derrière... t'as peur que ça affaiblisse ta position aussi. Bien sûr que ça te desserve, tu vois. Donc, tu fais toujours un peu gaffe à ce que tu dis. Et je trouve que c'est compliqué d'aller dire à un coach écoute, aujourd'hui ça va pas en fait. Pour moi, je trouve ça assez dur en sachant que, comme tu le disais, ils peuvent pas s'arrêter sur tous les joueurs. Et puis clairement, les coachs, ils ont pas le temps. T'as l'attente du résultat, etc. Une saison, c'est long, mais d'un côté, ça va aussi très vite. Eux, ils ont des contrats à durée déterminée comme 2 ou 3 ans. Ils peuvent pas s'arrêter sur un mec et se dire bon, ok, lui, on le met de côté. Et je trouve, pour moi, c'est trop compliqué d'aller dire à un coach aujourd'hui, je me sens pas, ça va pas. Je prends une pause de 2 ou 3 semaines, quoi. On me l'a proposé, je savais les conséquences derrière, donc je l'ai pas. En fait, c'est surtout les conséquences. C'est là où tu as raison, tu le soulignes, et c'est le point majeur, c'est de se dire, si je pars 2 semaines, dans ce sport, ça va tellement vite, il y a peut-être un mec qui va prendre la place, il va me prendre pour un faible parce qu'il va dire, le mec, il n'arrive pas à gérer ses émotions, il n'est pas prêt pour ce niveau, il supporte pas la pression. Et je pense que, par contre, à contrario, les futurs managers qui l'auront compris, ils auront un temps d'avance sur beaucoup de monde. Parce que si tu arrives à gérer ce côté-là, tu as tout gagné. Tu as un joueur avec qui tu auras acquis sa confiance. Toi, pareil, en réciprocité, excuse-moi,
C'est-à-dire que tu auras confiance en ton coach, tu vas vouloir ne pas le décevoir, être là pour lui, tout donner, etc. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Et les mecs, ils le comprennent. Je pense que tu vois, un mec comme Seb Pecchironi, il le comprend très bien. Et il est vachement dans l'humain. Il t'accompagne, il sait que c'est des jeunes joueurs, qu'il y a beaucoup de pression. Il est basé sur l'humain. Et je pense que tu vois, c'est la clé pour le futur. Ça, c'est une certitude. Et tu sais ce que c'est pour moi un des meilleurs exemples. Et c'est marrant parce qu'on a reçu Gaëtan la dernière fois qui parlait notamment des RPE pour dire à quel point tu es fatigué. Tu as un barème sur 10, etc. Fameuse appli. Exactement. Alors quand tu es en équipe de France, tu peux dire quand tu es fatigué. Quand tu es dans des divisions en dessous, etc. Moi, j'ai la problématique. Exactement. Moi, j'ai jamais mis je finissais les matchs, on me disait c'était quoi l'intensité du match. Je mettais toujours 3 ou 4 de moins que ce que je pensais vraiment. Et donc, par rapport à ça, quand tu as des douleurs mentales ou que tu te sens pas bien, tu vas jamais le dire. Moi, je vais aller encore plus loin. Je vais dire un truc qui va peut-être paraître un petit peu ouf, mais en début de saison, dans tous les clubs pro, on fait des tests sur les commotions. Tu fais un test avec un neurologue. Voilà. Non mais tu vois, il faut en parler. C'est bien. En gros, tu fais un test donc sans commotion, marcher droit, retenir des chiffres, les mois de l'année à l'envers, etc. Les répéter. Les mots. Exactement. J'étais cata, moi. En fait, mais tu vois. Faut faire exprès d'être cata parce que le jour où non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais voilà. C'est ça. On en vient à ça. On en vient à faire exprès d'être nul. Pour que si demain on prend une commotion, on va regarder, attends, mais non, mais il avait été nul, là il est nul aussi, bon c'est bon, il peut rejouer, il est pas sous commotion. Et comment tu le vis toi parce que tu es un peu en contradiction avec toi-même en fait quand tu le fais. Tu te protèges, je pense. C'est un truc en disant, tu sais que ça va t'arriver une fois dans l'année. Bien sûr, mais je sais pas si tu te rappelles, ils avaient fait aussi un truc, en gros, des fois par exemple, ça pouvait passer à la trappe que tu aies eu une commotion, et ils re-regardaient le match, et en fait il y avait eu des directives, en gros, si tu restais plus de 5 secondes au sol, que tu te touchais la tête. Mais du coup, en fait, t'en es arrivé, t'as vraiment mal, t'as pris un coup, et tu te relèves. Tu touches pas la tête, tu te relèves, et tu te dis, bon, mais là, faut que je fasse semblant que tout va bien, alors que c'est pas le cas, en fait. T'imagines jusqu'où t'es prêt à aller ? On parlait de mettre son corps... une commotion, c'est grave. Moi, j'ai connu un mec à Vannes, il peut plus, comme tu dis, pendant 6 mois, il vivait dans le noir. Tu vis dans le noir, tu peux pas regarder le téléphone, tu peux rien faire, etc. Et à côté de ça, nous, on est bêtes, hein. Enfin, mais on est pris dans le truc, en fait. Et si tu veux... T'es pris dans le système. T'es pris dans le système parce que tu veux continuer à jouer, etc. Et donc, t'en viens à faire des trucs qui sont un vrai idiots. Je connais quelqu'un qui ne pouvait plus pendant plusieurs mois faire du vélo sans vomir, sans avoir des vertiges et tout. Mais t'imagines Mais les commotions, ça peut t'amener loin en plus. C'est les mauvais côtés du rugby. Mais il y a des côtés qui sont extrêmement magnifiques. Tu vois, bien sûr. Mais c'est bien d'en parler dans le sens où. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, les mecs qui vont regarder l'émission, ils vont se dire, mais attends. C'est ça. On est passé d'un truc. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on gagne à s'améliorer sur tous ces processus qui sont hyper importants et que c'est un club, c'est un sport qui devient professionnel, qui est professionnel depuis peu. Et qui a besoin de se développer dans tous ces problématiques-là parce que ça va être le nerf de la guerre et ce qui va faire que les mecs vont se sentir bien. Et c'est hyper important. Et c'est des parties qu'on a délaissées pendant des années parce qu'à la base, un rugbyman, il doit être fort, dur, solide, fort mentalement, endurant, il se blesse pas, c'est un guerrier, etc. Mais la vérité, c'est que c'est pas réel, c'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est qu'il y a des vraies problématiques et qu'il faut les prendre en charge et qu'il faut les faire évoluer. Et justement, le but de cette émission aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on était ravis de te recevoir, c'est de parler de ces sujets-là, de montrer que c'est une réalité et de casser un petit peu les clichés, de ne pas rendre le sujet lourd, qu'on puisse en parler normalement. C'est pas tabou aujourd'hui. C'est pas tabou, c'est ça. Mais le rugby reste un sport exceptionnel qui te fait vivre des émotions. On n'aurait pas fait cette émission sinon. Non, on n'aurait pas fait Rugby Confidentiel. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais pour quand conclure. on parle, des fois, t'as l'impression que tu. Ouais. C'est si horrible que ça, les gens qui nous écoutent. Non, mais c'est juste justement, ça permet d'avoir ces problématiques-là. Ouais, bien sûr. Pour conclure, messieurs, si des joueurs, peut-être jeunes joueurs, qui se sont retrouvés dans les mots qu'on a pu dire aujourd'hui, quels conseils donneriez-vous à ces derniers ? Sacha. Putain, tu veux pas dire quelqu'un d'autre ? Erwan. T'es gentil. Moi, je pense qu'il faut en parler, quoi. C'est-à-dire que il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider, en fait, qui a vécu quelque chose peut-être similaire et qui va réussir à t'aider. Moi, je connaissais pas Sacha et quand il a vu que j'étais pas bien, il a voulu m'aider alors qu'il aurait pu se dire, en plus, je me rappelle, il était en fin de contrat, il aurait pu se dire, écoute, je laisse sur le bord, moi je m'occupe de mon truc, tu vois. Juste ça, et puis comme l'a dit aussi Gaël, c'est, je pense, pas tout miser sur le rugby.
C'est des choses qui peuvent s'arrêter tellement vite. Et puis d'ailleurs, qui s'arrêtent aussi vite. Parce que nous, on pense que notre vie, elle est finie à 34 ou 35 ans. Mais en fait, à 34-35 ans, et moi, mon frère me le répète à chaque fois, t'es au début de ta vie active, en fait. Donc, il faut juste le voir comme ça et accepter, en fait, qu'il y a l'homme et le joueur de rugby, mais que les deux, c'est la même personne, mais il faut séparer les deux, en fait. Qu'il y a aussi l'homme qui est là. La base, c'est l'homme, en fait. Ouais. Et du coup, ne pas se dire, je suis qu'un joueur de rugby, si j'arrête, en fait, je suis plus rien, quoi. Ouais. Moi, je te rejoins complètement. C'est dire, il y a l'après, qui est encore plus long que la carrière, elle est magnifique. Il y a trop de choses à vivre qui sont exceptionnelles. Et un truc très important, et je me rappelle, moi, je te l'ai dit pas mal de fois, et je peux le dire aujourd'hui aussi à Gaël, c'est que moi, Gaël Fickou, je l'aime en tant que Gaël Fickou. Je l'aime pas en tant que Gaël Fickou, le joueur de rugby. Ouais. Quand il arrêtera sa carrière, ça changera rien des relations que j'avais. Je te l'avais dit, quand tu te posais des questions, je t'avais dit, Erwan, moi, le Erwan, je l'aime pas parce qu'il fait des bonnes passes main gauche, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. J'aime pas pour la personne que t'es. Il faut qu'on soit capable, et tu l'as très bien dit, de dissocier les deux. Aujourd'hui, on n'est pas que ce joueur de rugby, on n'est pas que cette personne-là. Et les gens que tu vas rencontrer, ils t'apprécient. Et même si tu vas leur dire j'arrête, j'ai plus de contrat, je le sens plus de continuer, je suis trop fatigué. Mais les gens qui t'aiment, mais ils t'aimeront de la même manière, voire encore plus. Tu vois. Il faut pas avoir peur de ça. Non, je pense qu'ils ont très bien résumé ce qui est nécessaire et ce qui peut aider un jeune. Je pense qu'il y a vraiment avoir des passions à côté. Je te dis pas de pas consacrer ta vie au rugby. Et quand tu veux être professionnel, il faut mettre 90% de ton temps dans le rugby. C'est inévitable. Et c'est très bien. Mais je pense qu'il faut avoir des choses à côté qui te passionnent, trouver d'autres voies si tu sais qu'après tu vas pas rester dans ce milieu-là. Et je pense qu'il faut se connaître parfaitement, que ce soit mentalement et physiquement. Il faut être un peu égoïste parfois, même si je sais la pression qu'on peut avoir sur les épaules. Au quotidien, elle est très dure à supporter, mais il faut savoir être égoïste, c'est-à-dire que quand ça va pas, quand tu as pris un KO, quand tu te sens pas bien, etc., il faut en parler. Pourquoi pas prendre un psy comme tu l'as dit, et je pense que c'est une super solution. Et je pense qu'il faut vraiment être égoïste sur ça, parce que c'est ta santé, comme tu as dit, il reste 50 ans à vivre derrière. Tu dois construire une famille, tu veux voyager, tu veux vivre des moments de dingue. Il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est de se sentir bien. C'est quand même la base, on est là pour être vivant, quoi. Et toi qui l'as pas vécu, justement, qui n'a pas réussi à l'atteindre, qu'est-ce que tu dirais ? En fait, c'est un peu bizarre parce que même si c'est que tes années jeunes, moi, j'avais l'impression d'être aussi qu'un joueur de rugby. C'était ce qui me définissait quand j'étais au lycée, au pôle. Bien sûr. T'es vu comme le joueur de rugby. Donc moi, je me suis connu toujours comme joueur de rugby. J'ai eu la chance, en fait, et j'ai la chance aujourd'hui. Moi, je suis très heureux aujourd'hui, et je suis même plus heureux que quand j'étais joueur parce que je vis de mon autre passion. Il faut savoir que quand j'étais à 15-16 ans, donc dans les pôles, je faisais aussi des vidéos sur YouTube parce que c'était ma passion, la création de contenu. Et aujourd'hui, c'est mon métier à plein temps. Mais en fait, alors je l'ai pas anticipé ou je l'ai pas, travaillé comme tu as pu le faire toi, Gaël. Mais j'ai eu cette chance d'avoir une autre passion dans laquelle j'ai pu me plonger à fond quand j'ai arrêté. Et aujourd'hui, le fait que ce soit mon travail, ça me rend incroyablement heureux. Donc, tu vois, je l'ai préparé un petit peu sans faire exprès. Des moments d'adrénaline, etc. Exactement. Mais il y a plein de métiers aussi où tu peux vivre ça. C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de... Je te parlais des émotions qui font des... Mais en fait, quand tu t'habitues à ça très tôt, très jeune. Chaque match, c'est de la pression. Bien quand sûr. Ça s'arrête, quand tu es triste, quand tu es heureux. Et quand ça devient un peu plus plat, c'est un peu plus difficile. C'est ça que beaucoup vivent pas très bien, peu importe le moment où vous arrêtez. Mais moi, je le revis grâce à ça. Quand on poste une vidéo, plein de qu'on fait métiers une comme émission, ça, pompier, infirmier, peut-être pas banquier. Bord de terrain, Stade de France avec Sacha Vallot, par exemple. Et un autre conseil que je pourrais donner à un jeune, c'est de s'ouvrir des opportunités. Ne pas se fermer et se bloquer l'esprit en se disant « je suis pas fait pour ça, je suis pas assez bon, je suis pas assez si ». Moi, je me suis rendu compte, en évoluant, en grandissant, je me suis découvert plein d'autres passions. Et si un jour, j'allais dire que j'allais avoir une boîte de production ou travailler dans l'immobilier ou faire ci ou faire ça, avoir des restos, j'aurais jamais cru. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, c'est l'appétit vient en mangeant, c'est-à-dire en découvrant des choses, en s'ouvrant l'esprit, en se disant que tout est possible, il t'arrive des belles choses. Donc c'est pas fini, le processus il est encore long, mais je pense qu'il faut pas se bloquer. Donc je te souhaite le meilleur à Hong Kong et je suis persuadé que tu vas découvrir des belles choses là-bas. En fait, j'aurais dû me dire ça il y a au moins 5-6 ans en arrière. Je trouve que ce que tu dis, tu as totalement raison. En fait, on se met...
plein de barrières, on appelle ça ces croyances limitantes. Mais c'est ça en fait. C'est ça. C'est qu'on pense qu'on est fait que pour le rugby, alors que le rugby déjà nous amène des compétences qui vont nous servir pour l'après. Totalement. Et si tu touches pas à autre chose, c'est sûr que tu pourras pas savoir pourquoi t'es fait ou de quoi t'es capable, bien sûr. Eh ben, on espère qu'il y aura au moins une personne qui aura entendu ça et à qui ça aurait pu aider, guider peut-être, je ne sais pas. Merci à tous. Merci. C'était très cool ce premier hors-série de Rugby Confidentiel. Merci à T'es content, Erwan? Merci beaucoup, c'était très bien de pouvoir. On a passé un bon moment. Ah ouais, vraiment, c'était super intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis aussi dans les commentaires sur ces hors-séries. S'il y a des sujets aussi qui vous intéressent, n'hésitez pas à les proposer directement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, notez sur les plateformes d'écoute. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà. Ciao. Big up.